invitation. C'est un plaisir. Alors pour te présenter, tu es champion du monde, champion d'Europe, champion de France de Jiu-Jitsu combat. Exactement. On fera une petite nuance après avec peut-être le Jiu-Jitsu brésilien. Exact, pas de problème. Actuellement présentateur et chroniqueur dans l'émission L'Expresso le matin sur Beansport. Oui. Ancien commentateur de l'UFC sur RTL 9 et du Bellator maintenant. Ouais. Pour préciser, c'est la Ligue en Angleterre. Voilà. On est dans la salle. Ça, je tiens à rendre hommage aussi de Fightness Pantin, Gym de Bismarck, voilà. qui est très gentil de nous accueillir. Donc là, vous avez tout le décor qui est derrière nous, on peut se rendre dans le milieu et sur un vrai tatami, voir un petit peu comment ça rend, on va en parler. Ancien judoka Bismarck d'ailleurs. Qui est de l'école cubaine, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Donc aujourd'hui, on va lancer le sujet, il n'y a rien de mieux pour débattre. Donc en thème 1, on va faire un petit peu le niveau général des combattants de l'UFC aujourd'hui sur le roster. Donc en gros, on va attaquer au début la différence de niveau qu'il peut y avoir entre l'élite et entre guillemets ceux qui font partie des early prelims et qui sont sur le bas de l'échelle, débutants ou alors anciens mais qui viennent juste d'arriver avec des contrats. On verra la nouvelle école de MMA qui a été formée comme cette junket entre guillemets au pur MMA ou à l'inverse de GSP à l'époque c'était sur des spécialités, soit karaté, soit comme toi sur le jiu-jitsu, soit comme d'autres sur la lutte, les Américains, il y a une vraie école de lutte, voir les qualités et les défauts que ça peut éventuellement apporter. Deuxième temps, on abordera la question des rematchs. Ça n'arrête pas d'arriver en ce moment à l'UFC, c'est passionnant. Il y a quelques cas particuliers qui vont nous intéresser, mais en plus, il y a tous les champions des chutes 2015, le week-end qui vient d'arriver avec Cruz qui vient de reprendre son titre. Il n'était pas déchu, mais Dillashaw finalement l'a perdu. Donc on va se poser la question de qu'est-ce qui attend un ancien champion pour revenir au top et qu'est-ce qui attend finalement les nouveaux champions. Et enfin, on terminera sur l'UFC 197. Malheureusement, ça, on ne peut pas y couper. Ça va être Rafael Dos Anjos contre Conor McGregor et Holly Holm pour sa première défense de titre contre les Chataille. Donc, Swag, je te laisse écoute, la première question. alors on va attaquer le premier thème. Vincent, on t'a dit, on veut absolument parler avec toi du niveau général des combattants, de l'UFC précisément. On a noté les dernières années une multiplication des événements. Il y a jusqu'à 2, parfois 3 événements par mois. Donc certains disent que c'est trop, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Nous, c'est vrai qu'on avait aussi constaté qu'il y avait certaines cartes où le niveau général n'était pas top. En tout cas, c'était vraiment pas top. Donc toi, c'est quoi ton idée là-dessus, ton point de vue? Qu'est-ce que tu penses de ces combattants qui multiplient les combats et l'UFC qui organise vraiment beaucoup d'événements? Et surtout, juste pour être bien schématique, c'est expliquer qu'il y a les early prelims, il y a les prelims, il y a la main card. Voilà, jusqu'à 15 combats parfois par sur l'événement, je ne sais plus le récent où il y avait un le jeudi, un le vendredi et un le samedi. C'était, je crois, quand Conor a combattu, il y avait Paige Van Zandt qui était le vendredi, il y avait Chad Mendes Chad Mendes sur le TUF le vendredi et le samedi ça tombe loin. Enfin, t'as un réservoir sans fond de combattants finalement. Donc toi, t'en penses quoi du niveau général des combattants de l'UFC? Alors, il faut prendre plusieurs choses en compte. Moi, j'ai eu la chance de parler avec les frères Fertitta, de déjeuner avec eux une fois à Paris, et puis de les recroiser plusieurs fois sur les événements. Et j'ai bien compris qu'il y avait une vraie stratégie de développement. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que c'est un sport très jeune. Ce qui veut dire que le réservoir des combattants MMA est inexistant. Le niveau général est inexistant. Il n'y a pas de niveau. Par contre, il y a des champions, c'est vrai. Il y a des combattants qui ont des qualités exceptionnelles. Pour des gens lambda, pour des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux, on se dit, wow, les gars, ils savent faire des trucs incroyables. Mais en réalité, c'est pas vraiment la vérité. Parce qu'un boxeur, il va regarder les gars boxer, il va dire qu'ils ne savent pas boxer. Un lutteur, il va regarder les gars lutter, il va dire tiens, il y en a quelques-uns qui se débrouillent bien, forcément, parce qu'il y a eu des médailles olympiques ou des gens qui ont un niveau national, mais ils vont dire bof. On va les voir travailler au sol, on va dire non, ils ne savent pas faire du sol. Parce que ça, c'est la réalité. Par contre, comme ils savent faire un petit peu tout, eh ben, ça fait d'eux de très bons combattants aujourd'hui. Moi, je pense que dans chaque catégorie, il y a 4 mecs de bon niveau. Pas excellent, de bon niveau. Et derrière, c'est vraiment encore un niveau très aléatoire. Donc on va dire que pour moi, c'est un niveau 2e division, 3e division, si je devais comparer ça avec le foot. Par contre, il y a des mecs exceptionnels, comme McGregor, comme José Aldo, comme John Jones. C'est vrai, ils ont développé des facultés, des choses, quelque chose de bien. Mais c'est que le commencement. C'est-à-dire que les mecs vraiment forts vont arriver dans 5-10 ans. C'est une génération qui va arriver et là, elle va impressionner tout le monde.
Ça, c'est mon point de vue parce que j'ai eu la chance de pratiquer avec les meilleurs du monde dans des sports très spécifiques, très codifiés. Pour moi, les plus grands champions sont dans les sports codifiés. Parce que être champion en boxe anglaise, ce sera toujours plus dur que d'être champion en MMA. Pourquoi? Parce que tu dois te contenter de faire qu'une seule chose. Boxer le haut du corps de l'adversaire et le visage. C'est-à-dire que c'est ultra codifié. Et plus c'est spécifique, plus c'est technique. Et plus pour être bon, il faut des années d'entraînement et d'expérience. Et il faut un niveau et une précision hors pair. Après, le côté ludique du MMA, c'est la polyvalence. Moi, j'ai eu la chance de faire un sport qui s'appelle le jiu-jitsu combat, qui m'obligeait à faire du karaté, du judo et du jiu-jitsu brésilien. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, j'ai appris à tout faire en même temps. Alors, il n'y avait pas forcément cet aspect percussion, il faut mettre KO l'adversaire, mais il y avait cet aspect contrôle, touche, maîtrise, pour ne pas blesser l'adversaire. Après, je me suis rendu compte qu'à haut niveau, quand j'allais en Russie, en Allemagne, c'était du kickboxing. Ouais. Donc il fallait vite que je me mette à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau général, il est tout jeune. On ne peut pas lui jeter une pierre parce que c'est un sport tout neuf. Maintenant, on a des surprises. Une surprise, c'est un Teddy Riner. Le gars, on n'attendait pas une légende vivante. En judo, par exemple, c'est exceptionnel. Ken Velasquez, pour moi, il est exceptionnel. Mark Hunt, pour moi, il est exceptionnel, même s'il est obsolète. Quand je dis obsolète, c'est-à-dire qu'il n'a pas de niveau au sol, il n'a pas un très gros niveau de lutte, mais il est exceptionnel. Voilà, Verdum, c'est un mec exceptionnel qui est en train de monter en puissance. Voilà, il y a des gens qui sont exceptionnels. À ce moment-là, pour aller dans ton sens, ça me frappe ce que tu dis, parce que moi j'ai 3 exemples. Finalement, on a Ronda Rousey, qui était championne undisputed jusqu'à Oriol, qui allait sur la base de judo en 1 minute 30 de terminer l'adversaire en soumission. Elle rencontre une boxeuse qui finalement lui fait complètement. Qui l'anéantit. On avait l'impression de voir un enfant, alors que c'est Ronda Rousey quand même. On voit Anthony Pettis, qui était champion du monde finalement. Donc on se dit c'est la crème de la crème. Mais il rencontre Dos Anjos. Première fois, il l'amène au sol, il le violente, on a l'impression qu'il n'avait pas envie d'avoir mal, pas envie de recevoir de coups, de suer, et rebelote en fait à l'UFC Boston, puisqu'il repère de la même manière, c'est-à-dire sur les takedowns, donc comme tu le dis, il n'a pas de jeu au sol, il est exceptionnel sur les coups de pied, je pense qu'il n'y a rien à dire, on est d'accord dessus, mais finalement il y a une absence de... Alors, tu me prends un exemple, deux excellents exemples. J'allais juste avant que tu te parler d'Anthony Pettis, qui pour moi est un phénomène. Génial. Mais encore une fois, je vais t'expliquer à un moment donné, quand tu es champion olympique de judo, de lutte ou de boxe, le boxe encore c'est différent parce que c'est plus le côté pro qui est intéressant. Quand tu es champion dans un vrai sport, quand tu as été un vrai champion, tu ne peux pas être battu dans ton domaine. C'est pas possible. Le MMA permet d'être battu. Pourquoi il permet? Parce que si tu ne sais pas boxer, si tu ne sais pas lutter alors que tu es un spécialiste du sol, tu te fais avoir. Par contre, si tu as cette intelligence et cette faculté d'être capable de savoir boxer, de savoir lutter et que tu es très fort au sol, je peux te dire que tu bats n'importe qui sur la planète. Mais tu bats n'importe qui jusqu'à que tu ne trouves pas quelqu'un qui est champion de niveau olympique en boxe, de niveau olympique en lutte, de niveau olympique en sol. Donc, ça n'existe pas au sol, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Ronda aussi, c'est simple. Moi je l'adore parce qu'elle mettait en avant un sport que j'aime beaucoup, le judo. J'ai jamais aimé son comportement, mais j'ai toujours aimé sa manière un petit peu de gagner, de provoquer, voilà. Mais elle n'a jamais affronté une nana forte. Elle n'a jamais pris un adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. À la limite, chez les Tate, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de niveau, il y a 0 niveau. Mais est-ce qu'il y a 0 niveau? C'est comme si tu me disais demain Teddy Riner, il affronte quelqu'un qui est ceinture blanc et qui fait depuis 1 an du judo. C'est exactement ça, c'est ça le problème, c'est qu'on a marketé, et c'est un petit peu le problème que je trouve avec l'UFC, c'est qu'ils mettent beaucoup leur marque en avant, ils mettent les athlètes parfois en avant quand ils le veulent, mais ils te montrent un truc de ouf, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'ils vont te vendre une Ferrari, et quand tu arrives, c'est incroyable, et quand tu arrives, tu n'as pas une Ferrari, tu as une 2 chevaux. Ouais. Et comme en face, tu as une Ferrari qui combat face à une 2 chevaux, entre guillemets, le résultat il est rapide. Quand on connaît le sport, quand on connaît le haut niveau, c'est pas possible de gagner aussi facilement. Ou alors tu es une légende. Mike Tyson, Michael Jordan, Ali, tu es des exceptions.
Mais des exceptions en MMA aujourd'hui, dans un sport si jeune, ça n'existe pas. Ça existe pourquoi? Parce que le niveau général, il est tellement accessible. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je connais plein de champions qui peuvent gagner demain à l'UFC. J'en connais plein. Est-ce que ça fait vraiment eux des champions? Alors justement, moi la question que je te posais pour revenir sur les catégories féminines, c'est est-ce que Ronda Rousey a été si forte parce que justement le MMA féminin est en train de progresser, d'arriver, non seulement il y a encore la base de combattantes en chiffres, mais en plus elles n'ont pas assez d'années de pratique, d'expérience et de modèles, et que finalement Ronda Rousey vient de poser la première pierre entre guillemets à mon fils, Holly Holm va en poser une deuxième, et qu'on était avec la surmédiatisation de Ronda, on était en train de penser qu'on était déjà arrivé au firmament entre guillemets de l'UFC, au féminin. Alors, il y a plein de facteurs avec Ronda Rousey. La première, c'est que elle s'est mise à boxer. Elle a commencé à bien progresser en boxe anglaise. Et comme tous les gens qui ne viennent pas de la boxe et qui sont orgueilleux, ils veulent montrer qu'ils savent boxer. Donc en fait, Ronda Rousey, elle a péché par orgueil. Parce qu'elle a voulu exprimer sa boxe face à une boxeuse. C'est pas ça le MMA. Le MMA, c'est à un moment donné aller battre l'adversaire là où il est moins fort. Donc si toi tu es meilleur en judo et au sol, et boxe suffisamment bien pour ne pas prendre trop de coups, lui faire mal une fois et ensuite l'amener au sol. Elle a voulu rester tout le temps en stand-up et montrer qu'elle était capable de battre une championne dans son domaine. Elle aurait pu peut-être dans un an ou deux, mais elle n'a pas digéré suffisamment l'apprentissage technique, ça s'est vu. Elle a été dominée totalement. Donc il y a eu un problème de coaching, clair et net. Si tu l'as dit sur l'adaptation justement du game plan. Une énorme erreur de game plan. Énorme erreur de game plan, parce que quand on connaît Holm, qu'on a connu sa carrière, elle fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'elle a battu plein de championnes juste en se déplaçant, en laissant venir, en faisant que contrer. Ça, c'est le style Holm. On l'a connu tous dans le milieu de la boxe. Elle fait ça tout le temps. Donc, première chose, il ne fallait pas aller la chercher. Parce que tu vas chercher quelqu'un, tu te fais contrer. Tu ne peux même pas l'emmener au sol. Et la capacité d'adaptation du coach aussi, parce qu'entre le premier et le deuxième round. C'est le meilleur. Oui. Non, je parlais de Edmond Tarvédian, le coach de Ronda, qui lui disait que c'est parfait ce que tu fais, continue, il disait n'importe quoi entre les deux. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Justement, moi je me pose aussi la question, parce que quand on le voit coacher Brown, sur l'UFC pareil, Travis Brown. tu te poses des questions vraiment en fait si. Mais là, attends, je vais te dire. On arrive en plus dans le problème où il y a eu, tu sais, le clash avec la mère de Ronda. Juste avant le Je combat. vais t'expliquer. Que ce soit les combattants, que ce soit les entraîneurs, le niveau il est zéro en MMA. Les entraîneurs, ils viennent d'où? C'est que des mecs qui ont été ceinture bleue, ceinture marron maximum dans des sports. Je te prends un exemple, qui ont eu un niveau assez faible, qui se sont dit il y a de l'argent à se faire. Il y a sûrement des passionnés, hein. Mais ils ont fait quoi Moi, tu sais, un mec, il peut être champion olympique, champion du monde dans un sport, c'est peut-être pas un bon entraîneur. Mais il est capable de t'apprendre des choses que personne ne peut t'apprendre. Par contre, être entraîneur, c'est-à-dire être préparateur physique, savoir coacher les gens, connaître, il faut avoir un minimum de vécu et d'expérience. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que demain, tu cherches un entraîneur de MMA, il n'y en a pas. Donc le peu qu'il y a, tu le prends. Mais les vrais entraîneurs ne sont pas dans ces sports-là. Encore. Parce que c'est un sport jeune. Donc moi, l'erreur qu'elle a fait Ronda Rousey, déjà, c'est son régime. Ça se sent depuis le début. Elle n'est pas capable de faire 5 rounds dans cette catégorie. C'est impossible. Ça se sent parce qu'elle perd beaucoup de poids. Et tu vois à chaque fois ses combats comment elle est grosse. Elle est grosse. Elle est pas dessinée comme les autres. Elle est lourde. Tu vois comment elle est belle à la pesée, comment elle est pas belle en combat. Ça veut dire qu'elle a souffert, elle s'est saignée. Mais ça, en judo, on a l'habitude. Sauf que là, c'est pas un combat de judo. Parce qu'en judo, tu peux prendre le kimono, tu peux bloquer, tu peux contenir ton adversaire. En MMA, tu peux pas, parce que ça glisse et parce que tu prends des coups. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. La chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a été très forte tout de suite, psychologiquement. Elle a été capable de gagner vite. Donc ça a marqué. Maintenant, face à une vraie championne, ça ne marche pas, ça. Donc qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Moi, je suis convaincu qu'elle aurait dû la laisser venir, la laisser boxer. Et quand elle boxe, l'emmener au sol. La deuxième fois qu'elle l'emmène au sol, elle aurait dû la laisser, c'est sûr. Elle a tenté de faire ça, mais trop tard. Sauf que là, elle était déjà touchée. Elle était déjà fatiguée. Elle était déstabilisée. Elle était plus dans son repère. Et c'était terminé. Donc, problème de régime, problème de coaching, problème d'orgueil.
Et c'est très bien, et je vais te dire, tant mieux. Alors c'est un peu dommage qu'elle ait perdu aussi durement, mais tu sais, les choses dans la vie ne t'arrivent pas si tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, elle méritait une lourde défaite, parce qu'elle s'est mal comportée. Elle s'est mal comportée à la pesée. Elle est entrée dans le système UFC. Le système UFC, c'est le catch américain de la boxe. C'est-à-dire qu'ils ont pris... les Américains, ils adorent le catch. Mais le catch, c'est du faux. Sauf que là, c'est du vrai. Et c'est ce qui me déplaît. C'est-à-dire qu'un mec qui fasse du trash talking, qui dise, comme Floyd Mayweather, t'as rien à me proposer, je suis le meilleur, tu me toucheras jamais, ça me fait rire parce que c'est un mec qui vient un peu, c'est un black américain, c'est un peu, tu vois, le rappeur, le mec qui vient de la banlieue, voilà, qui fait exprès de provoquer. Mais si derrière, il assume et qu'il est le meilleur du monde, bon, respect. Moi, c'est pas ce que j'aime. Mais ça me fait sourire. Et les gens, ils adorent ça, aux États-Unis. Et ceux qu'on retient le plus, ce sont ceux qui ont provoqué, ceux qui se sont détachés. Maintenant, c'est un style. Mais les UFC, eux, ils essaient trop constamment, quand ils font les interviews, parce que vous ne le savez pas forcément, mais quand ils font les interviews, ils posent des interviews aux gens, et puis ils poussent un peu les gens. Ils disent, ouais, mais le gars, il a dit ça sur toi, qu'est-ce que t'en penses? Le combattant va dire, bah écoute, s'il a dit ça, tant mieux pour lui. Non, mais tu sais, il a dit ça. Et ça tu le vois même dans les vidéos d'avant-combat sur les événements UFC, quand il te présente le combattant et qu'il dit voilà, aujourd'hui, tu vois que l'œil, il est en train de lire une pancarte et que c'est pas lui qui s'exprime naturellement sur son truc. Ils disent toujours ce qu'ils pensent, les gars. Ah, ils disent toujours ce qu'ils pensent. Toujours. Sauf que quand ils le disent, c'est parce que pendant une demi-heure, on les a provoqués. Ouais, on leur a monté la tête. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que les combattants, soit ils sont teubés, ils ont rien dans la tête, soit ils sont adorables. Teubés, ça veut pas dire qu'ils sont pas adorables, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont dans l'instinct, ils sont dans le tout de suite. Je dis ce que je pense, ce que je ressens, je ne réfléchis pas, je ne calcule pas. Manque d'éducation, manque d'intelligence, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas, on leur jette pas la pierre. Par contre, c'est monté. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir un gentil, un méchant constamment. Oui, pour le chercher, pour le marquer. On cherche l'opposition. Et je trouve que ce qui était intéressant dans les premiers UFC, c'est qu'on ne cherchait pas ça, on cherchait quel art martial et quel sport de combat est le plus efficace dans un combat qui révèle tout. Ça, c'est plus intéressant. De dire, alors, son jujitsu, est-ce qu'il va te battre? Attends, moi je suis boxeur. Le jujitsu, ça ne m'attend pas. Ces techniques-là de clé de patte, là, moi je vais mettre ça, basta. Ça m'intéresse. De dire, ouais, c'est un enculé, c'est une grosse merde, il est gros, il est pas beau, il est machin, et commencer à rentrer dans des trucs. Après, c'est mon avis, moi je suis pour le sport sain, diplomate et efficace. L'instinct. Mais après, c'est comme ça, ils veulent marketer, ils marketent. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que l'UFC, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ce sport. Mais en même temps, à la base, ce qu'ils veulent, c'est faire comme le foot. Ils veulent te mettre autant de matchs de foot par semaine que l'UFC. Pareil. Autant de matchs d'UFC que de foot par semaine. C'est-à-dire que c'est ça leur vraie quantité stratégie. au détriment de la qualité. Leur vraie stratégie, c'est d'être les numéros 1 et qu'on voit que du MMA partout. Pas du MMA, de l'UFC. Et je comprends, parce que finalement, quand tu es fan et que là, regarde les combats de l'année 2016 qui t'attendent. Mais c'est normal, c'est attention de ne pas faire ça trop tôt. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que tu fais ça trop tôt, qu'est-ce qui se passe? La qualité du produit n'est pas. pas. Moi, je vois quand je commente le Bellator. Le Bellator, c'est aussi bien que l'UFC aujourd'hui. Parce qu'avant, l'UFC, t'en avais un, voire deux par mois, mais de très bonne qualité avec des grosses stars. Donc qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, tu étais content, tu voyais comment Garasiba mettre son KO ou prendre son KO. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu vois quoi? Tu vois des jeunes qui ont un niveau, mais de département ou de région, qui sont à l'UFC. Et moi, ce qui me gêne dans ça, c'est que moi je connais des champions du monde et des champions olympiques qui s'entraînent, qui sacrifient leur vie et qui ont un vrai niveau, qui ne sont pas médiatisés, qui ne passent pas à la télé. Et tu as des jeunes qui n'ont jamais fait de combat en MMA, qui vont à l'UFC et qui ont un niveau médiocre et qui passent dans le monde entier. Et ça, pour moi, c'est très grave. Parce que ça veut dire que c'est les big problèmes. Ouais. C'est-à-dire, t'es personne, tu fais tourner manège, du jour au lendemain, t'es une méga star. Non, les gars, c'est pas ça la vie. Pour moi, quand je vois les gens qui font la télé-réalité, et je ne critique pas, à part Koh-Lanta, parce que c'est un vrai défi, mais tous les trucs de télé-réalité, les gars, réveillez-vous, hein, vous avez fait tourner manège.
Qu'est-ce que vous avez fait d'exceptionnel? Alors, la société, les jeunes d'aujourd'hui sont malheureusement un petit peu voilà, hein, ils ne comprennent pas la réalité. Moi, je suis d'accord qu'on soit fan d'un footballeur, qu'on soit fan d'un boxeur, qu'on soit fan d'un gars de MMA, mais il y a un moment donné, moi, je suis là pour dire la réalité. Quand je commentais le UFC au début, du jour au lendemain, le CSA pouvait interdire la diffusion. Sincèrement, même en diffusant du Luxembourg, ils auraient pu interdire. Donc tous les jours, quand je commentais en me disant c'est peut-être demain, c'est la dernière fois. Donc au début, j'ai mis en exergue les bons côtés du monde. Des athlètes, des combattants, du respect, des guerriers. Aujourd'hui, je sais que ça ne peut plus arriver parce que les gens se sont rendus compte que c'était un sport. Donc aujourd'hui, je dis la vérité. C'est-à-dire, j'ai lui, 0 niveau seul. Lui, il ne sait pas boxer. Lui, il ne sait pas lutter. Parce que c'est une vérité. Finalement, tu arrives avec l'évolution du sport, en fait. Même toi, en tant que commentateur, tu as évolué le sport très jeune, tu l'as connu à l'époque où il fallait l'amener, le promouvoir. Et finalement, maintenant, tu t'adaptes à la méchanceté parce qu'il y a des événements et tu peux te le permettre. Et c'est pour ça qu'il faut être indulgent. Parce que c'est un sport tout jeune. Mais il faut savoir reconnaître les vrais talents. C'est pas parce que tu passes à la télé et que tu es à l'UFC que tu es un vrai champion. Parce qu'un vrai champion, c'est un mec qui est champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Les ceintures de l'UFC, ce sont des titres professionnels. Et comme quand on dit star, on dit légende, on dit champion, on met des noms facilement sur les gens. Tu regardes des magazines, il y a des magazines en France qui font de la propagande sur le MMA. Ils font de la propagande de tous leurs copains. Et pour eux, c'est tous les gens qui sont dans la magazine sont des champions. C'est pas vrai. Moi, j'ai été champion du monde, je m'estime même pas être champion. Mon père est un champion. Mon père est une légende parce que ce qu'il faisait, c'était le seul au monde à le faire. Tu vois la différence? David Douillet, c'est un champion. Jean-Marc Mormel, c'est un champion. Tu vois, ce sont des mecs qui ont atteint l'élite à un moment donné dans le monde. Tu comprends? Holt, c'est un champion. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Tu vois, ça, c'est des champions. Et ce terme de champion, moi, il me gêne parce qu'on le donne à tout le monde. Et il n'y a plus d'équilibre. C'est comme l'équilibre de la force, tu vois. C'est-à-dire que l'UFC, malheureusement, c'est une machine de guerre. Tu veux donner de la valeur au titre, tu veux donner de la valeur à la ceinture. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, la ceinture de l'UFC, dans certaines catégories, elle est légitime. Donc justement, la question que j'ai envie de te poser, pour remédier à ce manque de niveau, qu'est-ce qui est mieux? D'avoir des combattants qui, comme Sage Northcutt, t'en parlais tout à l'heure, apprennent le MMA depuis le plus jeune âge, le MMA en tant que tel, ou des gens qui ont une spécialité et qui progressent dans cette spécialité, qui ensuite arrivent au MMA plus tard. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Il faut tout pour faire le monde. Moi, je pense que quelqu'un qui est très très fort dans un sport peut atteindre l'excellence dans un autre, mais ça prendra un certain temps. Quelqu'un qui démarre neutre, qui a le disque dur vide et qui apprend tout d'un coup, peut être meilleur. Ça dépend de l'individu, ça dépend de l'enseignement, ça dépend de l'éducateur, de l'entraîneur, de l'entourage. Tu vois, tout est possible. Il n'y a pas un est meilleur que l'autre. Je dis juste qu'à un moment donné, ce sport il est magnifique parce qu'on peut tout faire. Il y a des vrais champions quand même dans ce sport. Et c'est clair, ils nous font rêver quand tu vois Anderson Silva à son top niveau, quand il esquive, quand il joue avec son adversaire. Tout ça, ça donne envie, mais en réalité, tu te dis le jour où il aurait pris un vrai boxeur, bah, il s'est fait massacrer. Il a pris ma main dans la tête. Moi, bon, tu vois ce que je veux dire? Ewenman, c'est pas un boxeur. C'est un lutteur. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, Swag l'aime, par exemple. Moi, tu me parles, je préfère, on est l'exemple du trash talking, je préfère, entre guillemets, le trash talking, même si par exemple, en conférence de presse hier, Conor McGregor a été des fois très violent en disant je vais te décapiter, je vais parader avec ta tête dans les têtes de Rio. Non, mais ça, tu vois, je trouve ça inadmissible. Et pour les enfants, même pour ça, je lui aurais interdit le combat et je lui aurais enlevé sa ceinture. Mais moi, je sais, ça les arrange, ça. Oui, mais c'est ça ce que je te dis, c'est te dire que ça, pour l'olympisme, pour les sports olympiques, pour les sports amateurs, ce genre de comportement, on ne peut pas l'accepter. Moi, je ne peux pas, aujourd'hui, avec ce qui se passe, les attentats, dire je vais te décapiter, je vais prendre ta tête, je vais me balader. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Il allait un peu loin. Il est allé très loin. Tu es une danseuse, tu t'es vu devant ta glace ou quoi? C'est pour ça que justement, j'avais envie de touches le côté un peu. Un autre parallèle, moi ce qui me gênait avec Silva, et là je te parle à toi, le combattant, c'est-à-dire qu'au foot, on dit souvent quand t'as un mec qui vient de faire une roulette, un petit pont pour rien, il est juste un peu pour t'humilier, c'est un manque de respect de l'autre joueur.
Et moi j'ai toujours pris, alors peut-être que tu vas me corriger, sur la garde base de Silva quand il se baladait comme ça, ou alors par exemple Nick Diaz qui va s'allonger face à lui, ça me gêne énormément que ce soit fait dans le ring, parce que finalement tu as un adversaire qui vient prendre... Ouais, toi t'es pour la sacralisation de l'octogone. L'octogone c'est sacré. Exactement, comme il dit, c'est talk the talk et walk the walk. C'est pas quand il faut parler, il marche quand il faut rentrer dans l'octogone. Et j'aime pas ce côté genre... Alors il est magnifique comme athlète, des coups de pied, je ne remets pas en cause aussi en tant qu'athlète. Mais le côté garde baissé, justement, un peu provocateur, et Nick Diaz qui va s'allonger sur le tatami, ça me gêne énormément. Je veux te dire, il peut le faire, parce qu'il savait qu'en face, il n'avait pas donné fort. C'est ça le problème. Ouais, ça. Tu sais, je vais t'expliquer le problème des combats professionnels et que les gens ne comprennent pas. C'est qu'un combat professionnel, n'importe qui peut affronter n'importe qui. Les sports amateurs, c'est pas n'importe qui affronte n'importe qui. Ce sont les meilleurs qui se retrouvent en finale. Parce qu'avant, il y a une sélection naturelle, une sélection de compétition. Tu as fait les départs, les régions, les France. Après les France, tu fais les compétitions internationales. Quand tu as fait les compétitions internationales, si tu es le meilleur, tu fais les championnats d'Europe. Au championnat d'Europe, si tu réussis quelque chose, tu fais le championnat du monde. Et au championnat du monde, tu es sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un système de qualification qui font que les meilleurs s'affrontent. Ouais. Le MMA, la boxe anglaise, les sports de combat en général, avec toute leur ceinture, je sais que tu me dis un truc par rapport aux ceintures, c'est qu'à un moment donné, t'as pas de logique. Je suis le copain de Dana White, je lui montre que je sais boxer, que je sais soumettre, que je sais faire des trucs, je suis beau gosse, je suis bien foutu, j'ai une grande gueule, il va me dire Vincent, je te fais monter, t'es une superstar demain, et on va le faire. Et il va mettre un combat facile, peut-être arrangé ou pas la première fois, et quoi qu'il arrive, à faire tellement le buzz que ça va marcher. Et c'est ça le problème du MMA aujourd'hui. Alors attention, ce sont tous des combattants, ce sont tous des gens qui ont combattu, qui ont prouvé qu'ils étaient combattants. Mais il n'y a aucune logique quand tu as un... si tu me permets, son adversaire, là, le lutteur qui faisait du trash talking tout le temps, qui a Charles Sonnen. Charles Sonnen. Quand Charles Sonnen il monte ou il descend de catégorie, quand tu le fais monter de catégorie, pourquoi le gars, il prend le gars qui a la ceinture? Jones, non mais c'est vrai. Attends, ça prouve bien que c'est du n'importe quoi. Le côté professionnel, c'est que du sport business. Alors, que ça nous fasse rêver, tant mieux. Mais il y a un moment donné, moi, sport business ou pas, le niveau, il est là. Mike Tyson, à son meilleur niveau, c'était une machine, il aurait tué tout le monde. Il aurait battu tout le monde. Il n'y a pas de... Mais en MMA aujourd'hui, tu n'en as pas un qui peut te donner envie de te dire, bah lui, il peut battre tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi sur un truc. Là aujourd'hui l'émission de Dana White King for a Fight qui est disponible sur YouTube pour les gens qui veulent l'avoir gratuitement. Elle est super marrante parce que tu vois un président qui va faire des conneries avec ses potes, t'as Matt Serra et Danny Zotouf, donc tu le vois délirer. T'as pas ce côté-là avec la Ligue 1 où tu dirais Frédéric Thiriez, il va te faire tomber le costard et il garde la moustache, il met un t-shirt et il va jouer avec ses potes. Et d'un autre côté, il va chercher le futur opposant de CM Punk. Il l'a trouvé. Là, du catch, je parlais tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, la machine médiatique qui va faire monter le jeune, ils vont sélectionner sur le dernier, ils sont en train de le promouvoir, ils vont le lancer, il va avoir un combat facile, il va se faire la main, patati patata. Je suis d'accord avec toi, il va arriver face à CM Punk et après peut-être qu'il sera dans le top 10 du ranking, alors qu'en vrai ce mec-là, il a le mérite d'être combattant, d'aller combattre, mais il n'est pas super fort. J'ai ce sentiment-là avec toi sur la puissance et la technicité du combattant. Par contre, quand je vois les mecs soulever la ceinture, et qu'aujourd'hui finalement, je vois qu'Anthony Pettis, il n'est plus champion du monde, mais que c'est RDA qui est champion du monde, quand je vois que c'est Luc Crocol qui a remplacé Weidman, quand je vois que... alors Aldo, on n'en parle pas parce que c'est bizarre, il y a eu 13 secondes, il y a eu toute la guerre auto, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les champions légitimes ont remplacé sauf entre guillemets John Jones qui va peut-être revenir face à Cormier, on ne sait pas encore au combat, et j'ai l'impression que quasiment dans tous les départements maintenant, du MMA, à toutes les catégories de poids, les meilleurs tiennent des ceintures et que la ceinture par contre, elle a une vraie signification et elle dit je suis champion de l'UFC. Alors que de l'UFC, mais je suis champion. Je sais pas ce que tu en penses. Déjà, le fait qu'il y ait tous ces changements de champion, ça prouve bien que le niveau n'existe pas. Si tu étais un vrai champion, tu resterais longtemps. Tu penses qu'en MMA, c'est par exemple, je te prends l'exemple de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est pas un mec bleu. C'est pas un mec qui m'a fait rêver. Il m'a fait rêver par son comportement, son sérieux, par son attitude, mais il m'a jamais fait rêver en combat. Parce que le mec, c'est un Michael Schumacher, c'est-à-dire qu'il a bossé comme un malade. Pour se dire quoi? Si je suis au sol, je ne ferai jamais son maître. Si je suis en lutte, j'arriverai toujours à m'en sortir. Si je suis en boxe, tout ce que je sais faire, et j'apprendrai à boxer un minimum pour pouvoir tenir. Le gars, il n'était pas bon dans tous les secteurs. Je veux dire, pas excellent. Il était bon, mais
n'est pas excellent. C'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné à la DCC, il n'a jamais gagné en lutte, il n'a jamais gagné en karaté, tu vois. C'est le mental. Non, c'est le travail. Et le gars, parce qu'il a travaillé, et que c'était un athlète de haut niveau, parce que le gars, il avait niché l'année prochaine, il ne prenait même pas, il respirait, il s'entraînait tous les jours comme un malade, il est resté longtemps. Parce que lui, c'était un athlète de haut niveau. Tu vois la différence, la démarche? Les mecs qui rentrent dans l'UFC, c'est Star System. C'est les soirées, c'est les concerts, c'est les frics, et à un moment donné, il perd pied. Je pense qu'Anthony Pettis, il n'a pas su évoluer. Il était doué, et il n'a pas su devenir un athlète de haut niveau. C'est-à-dire qu'il a peut-être trop... Alors après, tu as aussi un problème à l'UFC, c'est que quand tu es superstar, tu ne combats pas forcément régulièrement. Il ne faut pas l'oublier. Tu deux fois, tu fais 2 défaites. Non, mais c'est un ou 2 combats par an. Quand tu es champion dans un vrai sport olympique, tu combats 6 ou 7 fois par mois dans les tournois. Tu vois, c'est-à-dire que tous les mois, tu es en compétition, ou tous les trimestres. Justement, dans le sport de la MMA, tu as un vrai dommage arrivé au terme du combat. Est-ce que finalement, je suis d'accord avec toi. Tu as un vrai dommage qui peut t'arriver ou pas. Tu as plein de combats où le gars il emmène au sol, il le soumet, c'est terminé, t'as pas pris un mauvais coup. Est-ce que finalement c'est pas logique qu'un mec puisse avoir qu'un run de 12 ans et pas un run de 10 Moi, ans MMA parce que c'est plus violent et plus généralisé? Je pense que tu peux être le meilleur pas plus de 10 ans. C'est-à-dire que tu peux être au top de ta forme pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu montes et tu arrives au pic de ta forme. Et je pense que quand tu arrives au pic de ta forme, c'est fini. Tu peux plus être au pic de ta forme. C'est-à-dire que tous ces champions-là, José Aldo, Anthony Pettis, je suis pas sûr, j'ai été surpris, mais José Aldo par exemple, pour moi c'était totalement logique. Ça fait déjà 3-4 combats qu'il avait du mal à gagner. Où il gagnait parce qu'il avait un meilleur instinct que l'autre, mais c'était juste à chaque fois. Et là du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas fini? Il ne sera jamais à son meilleur niveau, c'est terminé. Alors face à des mecs moins forts, on va les atomiser. Face à des mecs qui sont à haut niveau, c'est terminé, il n'existera plus. Moi j'étais persuadé qu'il gagnerait. Contre McGregor. Mais quand j'ai vu qu'il s'était blessé, que ça a duré longtemps, qu'il arrive très tard dans sa préparation. Mais de toute façon, juste pour continuer, c'est pas grave, ton argument sur Aldo il est intéressant, parce que ce que tu avais noté dans le combat, dès les conférences de presse, Conor McGregor le dit, tu commences à avoir du mal à finir tes combats, ton menton il tient moins bien, et c'est là aussi finalement la force des nouveaux qui arrivent, qui ont faim et qui continuent de faire évoluer finalement le MMA pour le sport qu'il est aujourd'hui, comme Conor McGregor, c'est que tu as un mec qui a régné pendant 10 ans, qui a atomisé tout le monde pendant 10 ans, il n'a échappé à aucun combat dans sa division, il a affronté tous ceux qu'il avait affrontés, et arrive Conor, il voit la faille, il voit d'autres peut-être techniques à incorporer, et puis finalement il devient le champion qu'il est, en se mettant de toute façon de haut mur, parce que quand tu as tellement parlé, comme tu l'as dit tout à l'heure avec Floyd Mayweather, tu n'as pas d'autre choix qu'assumer finalement tes paroles. Tu sais ce que j'ai dit à Lorenzo Fertitta? Je lui ai dit que le meilleur combattant n'était pas encore à l'UFC. Je lui ai dit ça pourquoi? Pour lui faire comprendre que s'il ne passait pas par un centre de sélection, s'il ne faisait pas comme font les sports olympiques, c'est-à-dire des centres de formation pour détecter des combattants et faire augmenter le niveau. La Strike Force peut peut-être jouer ce rôle-là. Il continuait à prendre comme ça, par hasard, les combattants par du copinage, qu'il y a un moment donné, le déséquilibre dans le combat est tel que tu as des combats très ultra violents. Tu vois, tu as des mecs de même niveau, tu peux dire, bah alors à ce moment-là, bah, tu as un combat ennuyeux. Et c'est pas faux, parce que quand les mecs ils ont le même niveau, ils se neutralisent. Mais quand on a un très fort dans un domaine et l'autre dans un autre domaine, là, il y a quelque chose qui se passe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu as un niveau quand même général qui augmente. Et je pense que José Aldo, il a fait son temps. Il est toujours aussi fort, mais le niveau a augmenté. Tu comprends? Et comme le niveau a augmenté, bah, il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans parce que lui, il arrive en fin de carrière. Et c'est ça aussi le problème. Il faut que ça reste, être capable de s'arrêter au bon moment. Anderson Silva, point de vue personnel, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'en MMA, le niveau n'est pas bon. C'est que, comme dans tous les sports, tu as des sports olympiques où le niveau est très fort, et tu as des sports olympiques où le niveau il est moins fort. Et tu as surtout des sports où il y a beaucoup de champions du monde, où le niveau il est aléatoire. Tu vois, moi, dans mon sport, je ne vais pas mentir, il y avait des mecs très bons et il y avait des mecs inexistants. Je ne prendrai jamais un champion du monde de judo, par exemple. Parce que je sais que le niveau en judo est beaucoup plus dense que dans mon sport.
mais j'ai eu la discipline, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout et de gagner. Ça, c'est une première récompense. Après, en MMA, moi je trouve que c'est un très beau sport. Et ce que je veux pas, c'est que ça devienne un sport business comme le foot. Alors tu me diras aujourd'hui, au foot, quand tu as un athlète, quand tu as un footballeur qui joue comme un dieu, qui se comporte très très bien et qui gagne beaucoup d'argent, je dis tant mieux. Tant mieux pour lui, et je dis qu'il devrait gagner même le double de ce qu'il gagne. Mais quand tu as un mec qui gagne beaucoup d'argent, qui ne se bat pas sur le terrain et qui se comporte comme le pire des gars en dehors, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire bah, tu peux taper des buts, tu peux jouer mal, tu peux faire ce que tu veux, parler mal aux gens, manquer de respect, et tu passes à la télé, et tu es ultra médiatisé, et tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pas ça la vie. Et pour moi, le foot par exemple, ça crée un déséquilibre dans la société. Et quand tu vas voir un match de foot, tu t'attends à voir du foot. Et quand tu vois les mecs se battre sur un terrain, bah, tu dis c'est pas bien. Quand, par contre, tu dis bah là on va avoir un combat de l'UFC. Tu t'attends à voir des gens se battre. Je suis pas choqué. Je les attends pas à se voir faire un match de foot. Donc je sais qu'ils vont se battre. Ils se battent. Mais dans les gradins, personne ne se bat. Mais dans un match de foot, va voir le nombre de personnes, les accidents qu'il y a partout dans le monde à chaque fois qu'il y a une rencontre. Alors c'est un sport populaire, c'est une dimension qu'on ne peut pas imaginer par rapport à d'autres sports, parce qu'un champion individuel et une équipe de foot ça représente une nation, ça représente un pays, donc ça forcément, ça engendre plus de choses. Tu peux avoir cette dimension-là quand même. Regarde par rapport à la conférence de presse hier de Conor quand il a rendu finalement hommage à Aldo. Il dit, pour moi Aldo était le vrai Brésilien face à RDA, il représentait le peuple brésilien, la fierté brésilienne. Il a attaqué pendant le tout, je suis d'accord avec toi. Parce que quand il lui rend hommage, c'est pas pour récupérer tout ce qu'il a dit avant, parce que les mecs ils lui ont envoyé des messages de mort. Ouais, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que quand Charles Sonnen il a traité Anderson Silva, il y a des Brésiliens, tu sais qu'au Brésil pour 50 €, ils te tuent quelqu'un. Ah ouais. Donc si tu touches leur fierté, si tu touches leur religion, je suis ils te tuent d'accord avec toi. gratuitement. Donc l'UFC à un moment donné, ils se sont dit on va aller au Brésil faire des événements, on a un potentiel d'argent, si les mecs ils sont obligés de mettre 100 bonhommes de sécurité sur un gars, ça va être compliqué. Moi je pense à un autre truc, tu me diras peut-être si j'ai tort, je pense que c'est aussi super vendeur de créer la haine d'un peuple. Quand Conor il va là-bas, il va faire une présentation sur la première World Tour, ça te chauffe, les mecs ont envie de venir le voir, de l'insulter, de lui rentrer dedans. J'ai l'impression que Conor, lui, il est passé à un niveau supérieur comme Ali, c'est-à-dire qu'il te voit la dimension combattant, marketing, UFC, entreprise, qu'il se dit exactement comme il a dit hier en conférence de presse, RDA c'est un hors-ceinture en fait. Et Aldo, quand il l'a trash-talké, quand il lui a fait, mais après on peut ne pas aider, on peut reprocher, je suis d'accord avec toi, certains segments de parole, mais j'ai le sentiment que quand il lui parlait et qu'il lui disait je vais te tuer sur tel truc, qui chauffait un peu tous les Brésiliens derrière, finalement il était juste dans le rôle d'un acteur, d'un personnage qui vient pendant 10 minutes en conférence de presse te donner au doigt public, un peu comme des Romains, quand tu vas voir des gladiateurs, l'appel du sang, le verbe, il te fait rire, il te gêne, mais ça te donne envie d'aller voir le combat. Il fait son combat, il a affronté un homme, à la fin j'ai vu un geste où il tape comme ça quand il prend la ceinture. C'était pas un énorme geste de respect, mais vu ce qui s'était passé, c'était un petit truc. Je me dirais que ça coûte pas cher de le faire, et en conférence de presse hier quand il rend un peu hommage, mais voilà, j'ai l'impression qu'il dépersonnalise vraiment en fait, la personne qu'il a en face, il l'attaque pour l'attaquer, il l'affaiblir, et voilà. Alors je vais te dire, je pense que il faut faire très attention, la société change. Et la société change pourquoi? Parce que les gens qui sont puissants font changer la société. Donc on perd les valeurs de la vie. Et c'est très grave. Quand tu vois un mec comme Jordan gagner, quand tu vois un Bolt gagner, quand tu vois un Carl Lewis gagner, quand tu vois un Phelps gagner, quand tu vois un Teddy Riner aux Jeux Olympiques, le gars il n'est pas allé dire à son adversaire j'ai fait une grosse merde, je vais niquer ton pays. Les gars ils sont ultra médiatisés, ils sont des champions, ils sont des légendes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement. Et même si les gens les aiment bien voir des gars qui parlent mal, il y a un moment donné, c'est quand même le bien qui triomphe. D'accord? Et pour moi, ce sont des mauvais garçons de créer ce genre de dimension. Je trouve ça nul, ça sert à rien. Tu peux être un grand champion et pas déborder. Pour moi, tout ça, ça sert à rien. C'est ce que je te dis, c'est du catch. Tout ce que fait l'UFC, c'est
codifié. Quand tu vois Dana White qui fait son émission, son truc, c'est juste que tout ce qu'ils veulent, c'est que du lundi au dimanche, du matin au soir, tu sois connecté sur la chaîne UFC. Point barre. Ils s'en moquent. Tout ce qu'ils veulent, c'est du business, c'est gagner de l'argent et c'est de montrer que tous les jours tu peux acheter du UFC. Maintenant, moi, je suis dans le côté réalité, le côté sportif. Pour moi, ce sont des athlètes, ce sont des gens hyper courageux, ce sont des gens assez impressionnants dans leur faculté à subir beaucoup de choses, beaucoup de stress. Mais il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est qu'en MMA, 80% des gars sont dopés. Et ça, c'est bien la preuve que ce n'est pas un beau sport, encore aujourd'hui. Un petit peu. Je te dis 80% pour pas te dire plus. D'accord. Le dopage, c'est pas du sport. Non, aux Jeux Olympiques, il y en a du dopage. Mais il y a une lutte contre le dopage. En MMA, c'est tout récent. Parce que le sport, comme je te disais, moi, je peux te dire, c'est un bébé quoi, ce sport. Je peux te dire, moi j'ai un ami qui combat à l'UFC et il me disait, ils m'ont contrôlé moi, ils n'ont pas contrôlé mon adversaire. Mon adversaire, je suis sûr, il était chargé. Mais John Jones l'a dit récemment, contre Belfort, il savait que quand il avait remonté, il était chargé. Je veux dire, le sport du MMA est tellement jeune en fait que finalement, on a la chance, nous, en 2015, pour la première fois, dans un temps si avancé, tous les sports, rugby, foot, ont des centaines d'années derrière eux, de prendre un sport en fait qui a 20 ans, et où nous, on peut pour une fois être soit les spectateurs, soit les participants de cette évolution. Le MMA bénéficie d'une couverture médiatique qui est celle de l'UFC. Et l'UFC a des années d'avance sur le reste, sur le sport lui-même. Donc du coup, alors je dirais pas des années d'avance parce que si tu regardes, je pense que le basket et la NFL, ce sont les sports les mieux marketés. C'est du cinéma. Les pubs, c'est du cinéma, les matchs, c'est du cinéma. Donc l'UFC encore a des années en arrière, par rapport aux arts martiaux, au sport de combat. Pas le sport en général, parce qu'ils sont énormément en retard. Parce que moi-même, je sais qu'ils ne sont pas contents de leur production, de leur marketing, et ils veulent faire mieux. Parce qu'ils sont tout jeunes. Mais dans les arts martiaux et dans les sports de combat, ils sont à des années-lumière du reste. Donc du coup, ça crée un déséquilibre. Donc du coup, tous les jeunes, ils ont envie de faire du MMA. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Parce qu'au final, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu veux faire du MMA pour devenir une star. Tu veux faire du MMA pour devenir connu. Tu fais du MMA pour aller à la télé. Fais du MMA parce que c'est ta passion. Parce que tu as envie d'être polyvalent et d'être le meilleur du monde dans tous les domaines. Mais ne fais pas du MMA en disant demain je vais gagner 100 000 € par combat. Parce que c'est pas vrai déjà. C'est possible, mais c'est pas vrai. C'est dur, t'as pas même show dans le podcast de Veteran The Kid qui dit à chaque fois j'ai choisi la pire manière de l'histoire de faire gagner ma vie, c'est-à-dire d'aller prendre des pains. Et tu sais que quand tu vois la grille de salaire à la fin, tu vois le mec qui va gagner 5 000 $ sur les early prelims. Oui, moi je tu mets pas $5 000 sur les prelims, mais si tu fais la soumission de la soirée, ou le chaos de la soirée, tu peux prendre de 50 000 à 90 000 $. Oui, mais le mec qui a perdu en sec, il s'est fait booster, il a pris 5 000 $ pour aller se faire booster. Oui, c'est dur. Mais dans les sports amateurs, tu prends 1 000 € ou 500 € de débit et tu ne gagnes pas d'argent et tu t'apprends des effets. Je veux dire, c'est un sport avec un genou, une clavicule. Il faut le faire par amour, il ne faut pas le faire par amour ou l'argent. Les arts martiaux, les sports de combat, c'est un sport d'amour, de passionné. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire du business avec un sport où les gens ne gagnent pas leur vie. Alors, c'est vrai qu'à l'UFC, il y a des talents. C'est vrai que si tu deviens UFC fighter, tu peux commencer à avoir des sponsors, tu peux commencer à avoir une médiatisation, pour sortir. C'est vrai, parce que tu bénéficies de ce que je disais, d'une vitrine médiatique. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est le côté malsain de ce système. Quand je vois un gamin qui a fait 4 combats en pancrace de niveau bas, inexistant, et qui signe à l'UFC, parce qu'ils ont besoin de faire entrer des jeunes de ce type, et que le mec il passe à la télé, et qu'il y a des millions de personnes qui le voient, et que le gars il fait des plateaux télé, et que moi je connais des mecs qui sont des lutteurs de niveau olympique, qui s'entraînent tous les jours, qui font du boulot en même temps, qui sacrifient leur vie, et qui sont champions, et dont on parle jamais, moi forcément ça me fait mal au cœur. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que ça me fait mal au cœur. Alors, tu vas dire quoi? Le lutteur il faut qu'il se mette au même pas pour gagner sa vie. Non, il faut un mode de détection comme tu l'as dit. Il faut un mode de détection, il faut que ce sport, qu'il y ait un système amateur qui se développe, peut-être, une structure. En tout cas, c'est la dernière fois sur le trash talking. Ouais. C'est pas que je suis fan,
Je veux juste reprendre. Mais attention, il y avait un truc intéressant. Attention, moi j'adore Non, je sais qui vanne, mais qui vanne bien. Je suis d'accord avec toi. Qui te vanne sur ta coupe de cheveux, sur ton pull, sur tes chaussettes, mais qui te vanne pas sur ta femme, ton enfant. C'est juste une question psychologique en fait. Encore qui te vanne sur ton pays en disant que manger du fromage et du buvait du vin, ça va, mais il y a des limites à pas dépasser. Moi, ce que je veux te demander, c'est de répondre aussi à ce moment quand on arrive avec Ali et la guerre de Fraser, ça s'appliquait très très dur. Par rapport aux événements que je citais, toi tu as cité Riner, Bolt, David Douillet, et je suis d'accord avec toi, quand ils ont gagné, ils ont toujours fait un bravo, c'était la fête, c'est la célébration, c'est le sport comme on l'aime. Swab qui est éducateur au Mais ils ont Paris, surtout jamais critiqué avant. Je suis d'accord avec toi, mais vous deux qui êtes éducateur, lui en foot et toi en jiu-jitsu, ce que je veux dire c'est que forcément vous voulez transmettre ces valeurs-là. Je me pose juste une question, à partir du moment où tu rentres dans le sport de contact, comme est le MMA, c'est-à-dire que c'est l'objectif, c'est plus de soumettre ou de marquer des points, c'est de faire une soumission, de faire un chaos, de d'aller à la décision. Il faut, toi psychologiquement, je suis pas sûr que tous les mecs soient des schizophrènes ou des psychopathes au MMA, ils disent je vais prendre plaisir à casser la tête de quelqu'un et le mettre en sang. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne crois pas qu'il y a la dimension où il doit justement se détacher, entre guillemets, par exemple, je prends toi l'exemple de Vincent, je me dis je vais déshumaniser Vincent parce que je dois l'affronter dans un mois dans une cage, je vais devoir lui rentrer dans la tête, je vais devoir lui mettre des coups de poing. C'est pas facile à faire, moi ça me fait peur, j'ai peur de prendre des coups, lui va avoir peur de prendre des coups, mais le meilleur moyen, moi, de me booster, de me monter et de le déshumaniser finalement, c'est de rentrer dans ce trash talking et dans, comme Ali disait, Ali des fois c'était plus élégant que Conor McGregor, mais quand finalement il disait à Fraser, je suis beau et t'es moche, tu ressembles à un singe, le fils de Fraser dans le documentaire à 7 ans il disait moi j'en ai pleuré et Ali un jour est venu me mettre une tape dans le dos en disant c'est pour la télé que je fais ça. Encore une fois, je comprends vos arguments en tant qu'éducateur, mais est-ce que tu ne crois pas que toi, justement, il y a cette dimension un peu plus violente dans le MMA parce qu'il va falloir aller après, être dans l'octogone et faire face à un adversaire où tu penses qu'on peut justement s'en passer? Je te prends un exemple. Il y a plein de champions que je pourrais te citer, en boxe anglaise, en kickboxing, en boxe thaïlandaise. Je vais te prendre l'exemple d'Emiliano Fedor, de Georges Saint-Pierre. Pourquoi eux, ils sont normaux et pas les autres? C'est parce qu'à un moment donné, on t'a mis un truc dans la tête et c'est tout. Alors si t'en dis, il y en a un, Nick Diaz, les frères Diaz, eux ils sont insupportables, mais ils sont trop marrants parce que eux, c'est leur style, mais ils sont comme ça, tu vois. Les autres c'est des acteurs, eux ils sont comme ça. Que t'en aies un de temps en temps, c'est pas un problème, mais s'ils deviennent tous comme ça, c'est un problème. Et moi je vais te dire, McGregor, il fait du cinéma. C'est un mec adorable qui a compris que pour faire monter sa bourse, il fallait qu'il fasse ça. Mais moi, j'aime pas ça. Parce que je trouve ça malsain. Parce qu'il y a un jour, il y a un mec qui va venir et qui va lui mettre une balle dans la tête, comme John Lennon. Tu sais pas pourquoi? Parce que le gars, il leur a pris le truc au premier degré et ça leur a touché profondément. Tu vois ce que je veux dire? Fedor, Georges Saint-Pierre, quand ils se battent, crois-moi, ils ont une KO. Comme tout le monde. Et ben, ils se sont dit quoi à un moment donné? On fait du sport, c'est un jeu. Alors tu peux dire une chose qui est vraie, c'est qu'à chaque fois, quand tu combats, tu as l'impression, et c'est tout le monde qui ressent ça, on met sa vie en jeu. On a tous l'impression de mettre sa vie en jeu. Moi, quand je combattais, je mettais mon honneur en jeu. Je mettais le nom de mon père en jeu. Je ne pensais pas forcément à moi. Je me disais, si je suis nul, eh ben, c'est la honte pour ma famille. Tu as ton histoire personnelle qui revient, d'être humain. Tu vois, dans mon sport, j'ai pris des KO, alors que normalement, il n'y avait pas de KO. J'ai déjà pris des soumissions, des choses comme ça. Mais à un moment donné, quand tu combats, tu es face à toi-même et tu as l'impression que tu vas à la guerre. C'est dans les gènes, c'est naturel, c'est l'instinct du combat. Tu mets ta vie en danger. Alors forcément, quand tu es en boxe anglaise, en boxe thaïlandaise, il faut savoir que la boxe thaïlandaise, c'est le sport de combat le plus violent au monde. Il n'y a pas plus violent que le sport que la boxe thaïlandaise. Parce que déjà, le niveau général, il est énorme. Et en plus, l'objectif, c'est de détruire le corps des pieds à la tête, avec toutes les parties du corps, sauf la tête. J'allais te dire, le MMA, le Vale-Tudo, était le sport de combat le plus violent avant. Mais le Vale-Tudo n'existe plus. Parce qu'avant, tu avais le droit de tout faire, sans les gants, avec les pieds, avec la tête, par terre. Avec tes coups de pied tout. au sol. Voilà. Mais aujourd'hui, le MMA est une version light de ce qu'a été le Vale-Tudo. C'est une version très light. Il faut faire attention et il faut se rendre compte des choses. On rigole tous sur les vannes, on s'amuse, ça fait parler, ça fait vendre.
C'est ça surtout qu'il faut comprendre. C'est du business. Le sport, c'est pas du business, c'est un jeu. Alors si tu peux en gagner ta vie, tant mieux. Mais il y a un moment donné, je trouve qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que la liberté d'expression est en danger parfois, parce que ça tombe dans les mains d'extrémistes, c'est dangereux. Et dans le sport, comme dans le business, c'est dangereux. McGregor, je l'adore, je trouve que le gars il est très intelligent, qu'il est en train de faire son Mohamed Ali dans le MMA, mais tu as des choses que tu ne devrais jamais dire dans ta vie, et lui il en a déjà dit beaucoup trop. Et crois-moi, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les gens n'ont pas tous notre éducation. Aux États-Unis et en France, même en France, il y a des jeunes qui peuvent prendre ça au sérieux. Donc ça veut dire quoi? Un jeune il prend ça au sérieux. Et bien c'est-à-dire que quand il va s'exprimer à son pote, il va dire bah, écoute, continue à parler comme ça, tu vas voir, moi je vais te. Et c'est pas son pote, c'est un gars qui lui a fait un truc dans la rue ou un gars qui lui a fait un truc à l'école. Ah ouais, bah vas-y, moi je vais couper la tête et je vais me balader avec ta tête dans la rue. Comme il a dit à la conférence de presse. Sauf que le jour où il passe à l'acte, il le fait vraiment. Parce que ça rentre dans la tête des gens. Tu fais ce que tu veux. Ça rentre dans la tête des gens. Et quand tu as quelqu'un qui est ultra médiatisé, bah, tu le regardes et tu te dis, putain, lui c'est mon héros, putain, il parle comme ça, et ben tu le mets inconsciemment à être comme lui. Et moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est que quand tu es connu, tu devrais être capable d'avoir une certaine retenue, parce que tu influences les gens. Balavoine, Coluche, ils influençaient les gens, dans le positif. Bon, il leur est arrivé ce qu'il leur est arrivé, mais il faut se poser la question pourquoi. Il y a un moment donné, si tu parles mal, alors les gens ils vont dire oui, mais attends, c'est bon. Non, c'est pas bon. Parce qu'il y a des jeunes qui regardent. Il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui regardent que d'adultes. Non, mais finalement, tu l'as bien résumé, c'est Georges Saint-Pierre qui aimait quasiment tout le monde dans le milieu du MMA. Tu sais, un champion qui a jamais, José Aldo et Machida, quand ils sont venus à Paris faire une séance de dédicace, il y avait une queue, il y avait 500 ou 800 personnes. Il y avait 70% de moins de 14 ans. À 14 ans, à 12 ans, à 10 ans, dans ta tête, tu n'es pas un homme. Tu es entre deux dimensions. La dimension où tu découvres le monde, où quelqu'un va te dire quelque chose et tu es influençable. Aux États-Unis, les parents ils regardent l'UFC avec leurs enfants. Donc si tu vois une conférence de presse avec un gars connu que tu admires parce qu'il a un niveau, il a un talent, il est magnifique à regarder quand il combat, il a son style à lui. En plus, le gars, il est tatoué, tu vois, il a vraiment tous les stéréotypes du combattant de MMA. Faut arrêter, les gars. Tu peux être le meilleur du monde et pas être tatoué. Regarde Fedor. Il était gras du bide, il était pas tatoué, il était KO tout le monde, il mettait une clé de bras à tout le monde. Alors, bon, aujourd'hui, c'est autre chose, parce qu'il est en fin de carrière. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, il est revenu. Mais ce que je veux dire, c'est que le comportement. Non, je suis d'accord, t'as pas besoin d'être un Tu peux être légende du sport. ton domaine. Tu peux être légende du sport. Être admiré et être droit. Donc c'est la preuve. Tu peux être un champion et pas dopé. C'est la preuve. Voilà, c'est tout. Donc il faut arrêter les histoires de trash talking, tout ça. C'est bien le trash talking quand tu sais manier la langue, quand tu sais la faire jusqu'à une certaine dimension. Alors finalement, pour conclure, c'est... Parce que tu surenchéris. Ça veut dire que demain, ça suffit plus de frapper au sol et de mettre les coudes. Maintenant, on va utiliser un bâton. Ah ben le bâton ça suffit plus, on va utiliser une épée et on va revenir au temps des gladiateurs. Tu vois, c'est ça, c'est crescendo le langage. Les mots sont bien plus violents que les actes. Et on ne remet pas suffisamment les valeurs à leur place. Parce que si on continue comme ça, ben on va finir plus. Tu sais, moi quand j'ai commencé à connaître vraiment le MMA, parce que comme tout le monde, j'ai vu le MMA la première fois sur une cassette vidéo, qui était avec des trucs face à la mort, avec des gens qui se faisaient tuer, ou des accidents, ou des trucs. Et il y avait l'UFC dessus, parce que c'était le truc interdit à l'époque. Quand j'ai vu l'UFC, quand j'ai vu les trucs face à la mort, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mais bon, c'était des mecs sur une chaise électrique, c'était des accidents, des gens qui se faisaient brûler, enfin des trucs comme ça. Et puis j'ai regardé l'UFC, il n'y avait pas de limite de temps, pas de catégorie de poids, les mecs ils étaient avec des gants de boxe, avec des baskets. Ça m'a impressionné, mais ça m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est la violence des coups de pied par terre, ça je trouve ça pas normal. Même les frappes au visage, je ne trouve pas ça normal. Bien que je sache que c'est très technique et que n'importe qui est bon combattant au sol ne prend pas les coups facilement au sol et peut ne jamais en prendre un et que je le défends. Sauf que je dis qu'à un moment donné, il
faire attention. Pourquoi les gens ils ont peur de l'UFC? Pourquoi les gens ils ont peur du MMA? C'est parce que quelque part, tu ouvres la boîte de Pandore. C'est-à-dire que c'est un sport qui est tellement moderne, tellement dans ce qui était fait avant, les gladiateurs, qu'il y a un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'on va pas aller plus loin? Au Japon, les mecs qui font du catch, ils se jettent sur des vrais barbelés, ils se tapent avec des vrais morceaux de bois, ils se coupent vraiment, ils se saignent vraiment, tu vois? C'est-à-dire que ça, c'est le côté dérive. Alors, à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas changer le système? Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas rajouter quelque chose qui va faire que ça va surenchérir la violence? Le trash talking, ça surenchérit la violence. Alors, ça fait monter qu'une chose, les cotes. Et les cotes, c'est quoi? C'est l'argent. Quand Ayrton Senna, il est mort, est-ce qu'on a arrêté le Grand Prix? Non, parce qu'il y avait tellement d'enjeux économiques qu'on n'en a rien à foutre de la vie d'un homme. Et pour moi, c'est très grave. C'est très, très grave. On ne continue pas une course. Quand tu as une légende qui meurt, quand tu as un homme qui meurt, même pas une légende, un homme qui meurt, tu dois arrêter. Toi, dans le dernier podcast d'Ariel Nelvani sur MMA Hour, il y avait un moment génial, il a interviewé Matt Mitrione sur l'UFC 200. Matt Mitrione, il a été bloqué 2 fois dans les yeux involontairement par Travis Brown. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le combat. Non, j'ai pas vu. Matt Mitrione a eu oui, j'ai vu l'œil qui a gonflé. J'ai vu comme ça. J'ai vu ça. La première fois, le juge lui donne 5 minutes. Il dit à l'autre pas de poking, mais il voit que ça va être accidentel. La deuxième fois, ça arrive et il dit excusez-moi, laissez-moi juste 2 minutes, je vais reprendre le truc. À partir de là, c'était fini. Il a eu l'œil droit. Travis Brown, pour autant qu'il ait été lent et tout, a réussi à gagner quand même parce qu'il était handicapé. Et il passait à la radio. Il a dit un truc très intéressant. Les juges, les arbitres auraient dû m'arrêter parce que moi, je suis un compétiteur. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui avec ma famille de me prendre, de dire le contest parce que moi j'ai besoin de mettre ma paye, je ne peux pas renoncer à ma paye. J'ai envie de gagner coûte que coûte. Il me reste 2 ou 3 combats sur mon contrat UFC, donc il faut que je fasse le show parce que je veux être éventuellement re-signé. Là maintenant, il est en plus il est free agent, donc il n'a plus de contrat techniquement à l'UFC. Et ce qui était passionnant, c'est que tu avais pour une fois un combattant qui était là justement en disant et c'est ça votre rôle les arbitres, c'est ça votre rôle les juges, c'est de nous poser des règles, un cadre, des lois. Vous me dites moi, le compétiteur, à un moment donné, stop parce que tu n'es pas capable, tu ne peux plus continuer et je ne pensais pas à ma paye et à ce moment-là, j'ai arrêté. C'est très bien ce que tu dis, mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le patron, c'est l'UFC. C'est pas les arbitres. Parce que les arbitres, s'ils ne font pas ce que veut l'UFC, ils sont plus arbitres. Même s'il y a une commission, il y a tout ce que tu veux. La réalité, c'est qu'un champion ou un combattant, il est entraîné tellement dur qu'il peut perdre sa vie dans un combat, que c'est normal. Parce que quand tu es dedans, tu es en guerre, tu fais la guerre. Que ce soit sportif ou pas, tu es en guerre. Tu es en guerre contre un adversaire. Et souvent, il y a eu des blessures très graves et on n'a pas arrêté le combat. Souvent, il y a eu des blessures superficielles où il y avait beaucoup de sang et on n'a pas arrêté le combat et c'était bien. Ou on a arrêté le combat. Et à un moment donné, si tu payes un gars à mettre sa vie en jeu, sur un ring ou dans une cage et que tu lui donnes rien, moi je trouve ça grave. Tu sais, je vais te dire ce que disent tous les gens de l'UFC. C'est qu'ils mettent leur vie en jeu. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu mets ta vie en jeu quand tu connais. Et comme tous les boxeurs. Donc quand tu mets ta vie en jeu et que tu prends des 100 millions de dollars comme Floyd Mayweather, tu sais pourquoi tu le fais. Quand tu prends rien du tout, donc tous les mecs de l'UFC mériteraient de gagner 100 fois plus d'argent. Et même s'ils gagnaient tous 100 fois plus d'argent, Dana White il gagnerait autant d'argent. Donc là, aujourd'hui, tous les combattants pensent une chose, c'est que l'UFC ne les respecte pas à la valeur de leur risque. Et à un moment donné, je suis d'accord avec eux. C'est un sport à risque. On le sait tous, la boxe est un sport à risque. On l'accepte. Donc quand tu vois que les autorités interdisent le MMA, ça me fait rire, parce qu'ils autorisent la boxe anglaise, ils autorisent le kickboxing, ils autorisent la boxe thaïlandaise. C'est 10 fois plus violent. Juste parce qu'il y a une cage, juste parce que les mecs ils se tapent par terre, ils connaissent pas le sport, ils savent pas ce que c'est. Je suis d'accord avec toi, on ne sait même pas peut-être de rentrer dans le débat, puisque moi j'ai déjà entendu sur Frères de Sport de Lisa Razoul d'arguments d'atteinte à la dignité humaine ou de dangerosité des coups portés au sol. Je rentre même pas dans le débat parce que ça a été prouvé scientifiquement que la boxe, quand tu as un knockout, tu tombes une première fois, commotion cérébrale, je crois que c'était toi la dernière fois qui l'a dit quand on en parlait. Tu te relèves. Voilà. En boxe anglaise, parce que c'est passionnant comme en boxe anglaise, tu prends un knockdown, tu tombes par terre, tu es presque KO, tu es KO, tu te relèves, on te compte, on te laisse reprendre.
L'exemple à l'UFC, c'est que si tu Et t'as 3 fois pour le faire. Et tu as 3 fois pour le faire. Et t'as grave donc ta commotion Donc ça veut cérébrale. dire que tu as 2, 3 commotions cérébrales par round et on te laisse reprendre. Ça, c'est pas bon, tu vois. Donc là, en MMA, l'avantage, c'est qu'on arrête le combat. Ça, c'est bien. Et là où je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, sur le règlement, on devrait faire relever les combattants beaucoup plus vite. Ne pas les laisser trop longtemps au sol, par exemple. Ah oui, Pour les obliger à combattre. Parce qu'il y a aussi à un moment donné, les combattants, c'est d'un commun accord. Ouais. On est fatigué. Ils sont dans des phases de neutralisation. On se neutralise parce qu'on sait que ça va être chaud de vous. Mais il y a un moment donné aussi, il faut que les arbitres aient le pouvoir de dire stop. Et moi, je pense qu'à un moment donné, si on veut que ce sport évolue correctement, il va falloir modifier certaines règles. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a énormément de règles à l'UFC et en MMA. Il y a beaucoup plus de règles que dans beaucoup de sports. Les gens disent oui, tu commandes le sport là où il y a tout est permis. Ça, c'est classique. Et moi, quand ils me disent ça, les gens, je dis mais non, tout n'est pas permis, sinon ça serait n'importe quoi. Je dis non, au contraire. Beaucoup de techniques sont permises parce que ça regroupe tous les sports de combat, les arts martiaux. Mais il y a beaucoup plus de règles du coup, puisque tous les sports sont réunis. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Mais ne serait-ce que moi, par exemple, la zone sur la tête, tu sais, sur laquelle tu as le droit de mettre le coup de coude, et la manière où tu n'as pas le droit de le mettre avec l'angle, les zones où tu n'as pas le droit de frapper, je sais que c'est extrêmement compliqué et je n'ai pas encore saisi toute la portée de toutes les règles. Ben moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis contre les coups de coude au visage. Je suis contre. Les poings, oui, parce qu'il y a des gants, mais les coudes, je suis contre. Les coudes au corps, pas de problème. Les coups de pied au corps, pas de problème. Les coups de genoux au corps, pas de problème. Les coups de poing au corps, pas de problème. Parce que tu peux te défendre. Mais au visage, tu ne peux pas te défendre. Quand tu prends un coude, tu prends l'os, la partie du corps la plus solide. C'est comme le genou. Quand c'est plié, il n'y a rien de plus destructeur. Quand tu vois un mec qui met son coude et que la tête, elle est déjà collée au sol et qui met son coude, là, c'est un traumatisme crânien, c'est réglé. Moi, je suis contre les coudes. Mais pas au corps, par contre. Parce que le corps peut encaisser tout. C'est une question de musculation. C'est une question de Conor musculation. McGregor contre Chad Mendes. Quand tu vois Conor McGregor qui est en dessous, Chad Mendes qui le montre, qui au début Chad Mendes tape, et vas-y, je te laisse. Non, c'est ça, et c'est Conor qui se C'est défend Conor au sol. qui va. Là aussi, t'es contre, même si lui est sous et qui fait face à l'agresseur entre Moi, guillemets. je te dis, le coude, c'est pas pour rien qu'en boxe style, en France, on met des protections au coude. C'est trop destructeur. Alors, on met des protections à la oui, parce que t'as un mec. Parce que le problème, c'est qu'il faut préserver l'intégrité physique des combattants. Et il faut préserver les combattants d'eux-mêmes. T'as des gars qui sont tombés dans le coma, et 2 semaines après, ils veulent aller combattre. Donc il faut faire des règles pour empêcher ces gens de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, quand tu es très bon, tu es le meilleur technicien du monde, et à un moment donné, tu vas forcément détruire ton adversaire. Donc c'est mieux de le battre correctement ou c'est mieux de le tuer. Il faut choisir à un moment donné. Tu vois? Et le coude, c'est trop destructeur. Mais tu peux dire pareil du genou en combat à distance debout, tu peux dire pareil du tibia sur un high kick. C'est le problème du coup Oui, dans le clinch. mais le truc, c'est que quand tu es à distance, tu peux facilement fuir un coup. Quand tu le prends, c'est que tu as été battu. Tu as été battu, tu as réagi, tu as mal réagi. D'accord? Au sol, quand tu es bloqué et que tu n'as aucune solution pour t'en sortir, quand tu prends les coudes, c'est destructeur. Et moi, je trouve que le niveau est tellement aléatoire que dès que tu as un mec vraiment fort qui envoie les coudes, il faut arrêter le combat. Et moi, je trouve que c'est. Enfin, je veux dire, je trouve que les coudes, ça ne devrait pas être au visage. Voilà. Au corps, ça ne me dérange pas, mais pas au visage. Les poings, ok, parce que tu as les gants qui protègent, mais voilà. Moi, c'est l'aspect technique qui me dérange. Même si je trouve ça hyper spectaculaire, mais je trouve que ça me dérange. C'est trop violent, parce que l'os, je vais te dire, toutes les fois où les gars sont coupés, c'est à cause du coude. C'est pas à cause des poings, c'est rare. Ou alors c'est une griffure du gant, mais c'est toujours le coude qui ouvre. Tu verras 90% des blessures à l'UFC, c'est le coude. C'est toujours le coude qui ouvre. Alors du coup, si tu enlèves ces 90% de blessures, ça veut dire tout le sang que tu vois sur le tapis par terre, sur la bâche, tout le sang sur toutes les ouvertures de Diego Sanchez par exemple. Et tout ça, tu les as pas. Ça veut dire que déjà, ton sport, il est plus propre. Les coups de coude, c'est trop dévastateur. Alors, je suis d'accord, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais ça dénature le MMA, machin ». Je
Je dis ok, c'est le sport qui veut ça, mais il y a un moment donné, il faut savoir évoluer avec les règles. Alors soit tu leur mets des coups de guerre, soit tu interdis les coups au visage, tu les autorises au corps. T'inquiète pas que si tu mets des coups dans le plexus ou dans les côtes ou dans le ventre, le gars, tu vois, ça va développer aussi la technique. Ça va obliger les gars à être plus polyvalents et à se déplacer et de ne pas taper systématiquement sur la tête. Ce qui va dire qu'à un moment donné, le combattant aura une durée de vie plus longue. Tu sais, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut développer des gladiateurs et revenir au temps moderne, à l'ancien temps, ou alors est-ce qu'on veut des vrais champions? Tu ne peux pas tout faire. Et moi je pense qu'à un moment donné, moi j'ai eu la chance de m'entraîner en MMA, j'ai eu la chance de m'entraîner en boxe, de m'entraîner en lutte, en judo et avec les meilleurs du monde. Donc à un moment donné, j'étais capable d'identifier les techniques et de comprendre leur impact. Et moi, quand je regarde le MMA, au début, je trouvais ça un peu dur, mais à force d'être dedans, je trouvais ça normal. Maintenant que je fais autre chose dans la vie, que je gagne ma vie d'autre chose, j'ai pris un peu de recul. Donc, j'ai pris un peu de recul parce que j'ai digéré tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai commenté. Et aujourd'hui que j'ai fait le tour un petit peu de tout ça, et il ne faut pas une vie pour faire le tour des choses. C'est une question d'avoir la faculté d'observer et de comprendre vite les choses. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut que le MMA évolue. Et s'il n'évolue pas, il ne sera jamais autorisé en France, par exemple. Et la France, pourquoi la France? Parce que la France, c'est le berceau des sports olympiques et des sports amateurs. On est le pays des sports amateurs. D'accord? C'est comme ça. On a créé les Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, on se doit d'avoir une éthique. S'il n'y a aucun défenseur de cette éthique, on fait n'importe quoi dans la vie. Alors je ne dis pas que la France est la meilleure du monde, je dis juste qu'à un moment donné, alors on peut dire qu'il y a une histoire de fédération, il y a une histoire de pouvoir, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Ils ont peur du MMA, ils ont peur des licenciés, tout ça c'est vrai. Mais moi je suis persuadé qu'il n'y aura jamais autant de licenciés en MMA qu'il y en a en judo. Parce que le judo c'est beaucoup plus cool, c'est un sport beaucoup plus neutre, où tu ne te fais pas aussi mal. Tu peux mettre plus facilement ton enfant de 7 ans au judo, bien sûr. logiquement quand t'es pas au MMA. Alors les passionnés ils vont dire ouais mais nous aux États-Unis on fait du MMA avec les enfants sont magnifiques, c'est vrai, les enfants à 7 ans, à 10 ans ils font du MMA, ils savent boxer, ils savent lutter, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais les répercussions physiologiques, physiques, tu prends un coup dans la tête, ça restera toujours un coup dans la tête. C'est-à-dire que tu auras toujours un traumatisme. Donc à un moment donné, moi je suis pour le MMA, je suis pour que ce soit encadré et que ce soit modifié, amélioré, qu'on fasse en sorte que les combattants aient une durée de vie meilleure, qu'ils soient moins blessés, qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des manières sans être trop blessés. Il y avait une question qu'on avait envie de te poser, c'était la question générale des rematchs. Dans tous les sports de combat, et notamment dans le MMA, il y a cette idée qui veut qu'on doit absolument avoir des rematchs. Alors dans le cas par exemple le plus récent, celui qui va arriver là très bientôt, c'est le cas de Velasquez contre Verdum. Est-ce que selon toi, chaque combat de titre nécessite un rematch ou il y a des combats dans lesquels il n'y a pas vraiment besoin, mais l'UFC, de par le marketing, de par la valeur de la ceinture, quelqu'un qui est déchu de sa ceinture, on a envie de lui redonner une chance, force des rematchs qui n'ont pas lieu d'être. Je trouve que dans les sports professionnels, quand tu prends la ceinture, suivant la manière avec laquelle tu l'as prise, ça mérite toujours une confirmation de titre. C'est-à-dire que tu peux gagner, mais si vraiment tu as un vrai champion en face qui a de la ceinture, s'il mérite, tu es obligé de lui donner une chance. Pour moi, tu dois gagner 2 fois le champion pour mériter ta ceinture. Sauf si... C'était vraiment un sens unique. Bah oui, tu vois par exemple Holm, tu vois très bien qu'elle a dominé outrageusement Ronda Rousey. Et qu'elle ne recombatte pas derrière, pour moi c'est totalement logique. Par contre, qu'elle ait de nouveau une chance pour prouver qu'elle est passée à côté parce qu'il y a eu plein de facteurs qui ont fait que, ok. Mais Ken Velasquez-Verdum, c'est vraiment l'exemple type. Velasquez pour moi est beaucoup plus fort que Verdum. Et pour moi, s'il avait été au top, il l'aurait atomisé. Mais quand tu vois la progression de Verdum, comment il a su gagner, s'entourer, progresser, parce que Verdum pendant des années il était aussi fort, sauf qu'il n'était pas prêt. Là il a compris qu'il commençait à bien gagner sa vie, qu'il commençait à avoir un potentiel. Il a eu un déclic qui a fait qu'il a commencé à s'entraîner vraiment sérieusement et vraiment comme un professionnel. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé à un moment où
Velasquez n'avait pas combattu depuis longtemps. Il sortait de blessure. C'est le même combat. Et l'attitude de Mexico aussi. Il fait une faute professionnelle. Non, mais c'est comme Dos Santos. Le premier match face à Dos Santos, il n'est pas dedans. Ouais. Il se fait battre. Et pourtant, moi je savais que c'était le meilleur. Derrière, il prend Dos Santos, il a atomisé. Ouais. Atomisé. Moi je pense que c'est le même problème avec Verdun. Sauf que Verdun, contrairement aux autres adversaires, est très fort au sol. Ouais, c'est le meilleur de la catégorie. Il est très fort au sol. Donc une erreur avec lui, et c'est terminé. Moi je pense que le rematch là, il est mérité. Ouais. Malgré la faute professionnelle, entre guillemets, de quelqu'un d'être arrivé à 3 jours du combat au Mexique, de ne pas s'être, mis en montagne, comme les footballeurs latines, donc tu t'habitues à... Tu ton corps a fait l'altitude. Vous l'avez vu cramer à 3 minutes dans le rang. C'est un mec, peut-être qu'il s'est dit, dans sa tête, il s'est dit, je vais lui mettre KO au premier round. Exactement comme son disait sur Ronda tout à l'heure. Après moi, je ne suis pas dans son entourage, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, peut-être qu'il ne peut pas venir avant. Tu sais, parfois il y a des enjeux personnels qui font que malheureusement, moi j'ai eu des enjeux personnels qui ont fait que j'ai perdu 7 kg 400 grammes en 24 heures sur une compétition. Il y a des d'autres, une fois ça m'est arrivé à Pékin pour les Jeux Olympiques des sports de combat, il y avait 9 kg à perdre en 4 jours, en 5 jours. 9 kg 200 grammes à perdre. C'est même dangereux, quasiment. Oui, mais je l'ai fait. Ouais. Mais c'est ma vie personnelle qui a fait que je n'ai pas pu faire autrement. C'est comme ça. Mais t'arrives, soit tu assumes pas. Moi j'ai assumé. Je sais que c'est arrivé 2 fois dans ma vie. Moi j'ai souvent perdu 3 kilos avant une compétition, mais c'était rien, c'était facile. 7 kilos en 24 heures, c'était très dur. Et 9 kilos en 5 jours à Pékin, alors que c'était très très chaud, c'était très dur aussi. Bon, c'est comme ça, j'ai assumé. Derrière, j'ai pas fait la performance que j'aurais dû, mais je sais pourquoi. Ah, Ken Velasquez, les poids lourds, c'est une catégorie particulière. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur du monde. C'était le meilleur du monde en tout cas. À l'époque où il a battu Dos Santos, à l'époque où il a battu les meilleurs. Encore une fois, on va voir ce qu'il va produire. En tout cas, c'est quoi ton pronostic toi, sur le 2? Moi, je vois un KO de Ken Velasquez, ou alors peut-être un KO de Verdun. Là, ça va pas je pense que ça va pas au bout. Ah ouais, pour moi, ça va pas au bout. C'est rare chez les voleurs, ça aille la décision. Non, mais je pense pas que ça aille au bout. Si ça va au bout, alors là, ça va être un combat plus dur. Pour orienter un peu plus la question, ouais. On a Ronda Rousey qui, clairement, si pour moi, elle fait pas un entraînement face à Holm, clairement, si tu mets le rematch, on a la même issue. Pour moi, à cause du déficit technique. Pour moi, je vais te dire, elle peut la battre, sans problème. Elle aurait pu la battre la première fois. Oui, en acceptant de mener son sans problème. C'est une question de game plan. D'accord. Parce qu'elle a acquis suffisamment de boxe pour se défendre et pour la frapper 1 ou 2 fois pour la déstabiliser. Ce qu'elle n'a pas encore compris, c'est que les genoux et les jambes, c'est important. Si tu regardes bien, elle a fait beaucoup de boxe anglaise. Elle ne s'est pas donné un coup de pied. Non, on l'a jamais vu faire. Parce qu'elle s'est dit, je vais faire par étapes. Ça a été son choix. Elle s'est dit, je suis forte en lutte, je suis fort au sol. Et encore, même sur son judo, elle fait une erreur technique énorme. Elle prend systématiquement la tête de ses adversaires pour les jeter. Ça, c'est une erreur. C'est énorme parce que quand tu arrives au sol, tu te fais prendre facilement. Il faut qu'elle passe systématiquement son bras sur les aisselles quand elle veut jeter. Et ça, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas dit encore. Ensuite, elle a voulu progresser en anglaise parce qu'elle s'est dit, si je suis forte en anglaise, les jambes, ça viendra naturellement derrière. Ce qui n'est pas faux. Mais elle aurait dû prendre un prof en boxe taille qui lui fasse travailler l'anglaise et les jambes que de prendre un prof qu'en anglaise. Parce que là, c'est vrai, on la regarde dans l'entraînement, elle devient compliquée sur l'anglaise. Mais l'anglaise, pour être forte, il faut absolument un temps de digestion. Un temps de digestion de plusieurs années. C'est comme si demain, tu veux être champion de judo. Avant d'être un manuel dans le temps, avant de mettre tes techniques dans le temps, tu dois être une machine physique. Le judo, ça ne s'apprend pas en 1 an ou en 2 ans. Et bien la boxe anglaise, c'est pareil. Avant d'être bon en anglaise, il faut avoir un minimum de temps de digestion. Et elle n'a pas eu ce temps de digestion. Alors ça peut être une grande championne, elle a beau s'entraîner tous les jours. Ce temps de digestion, il est de 3-4 ans. Donc, si elle avait fait du pied-point, ça aurait été plus facile. Ouais. Et donc, vas-y. Bah justement, pareil, une question pour Kane et Verdun. Un éventuel rematch Rousey contre Holm, tu vois Rousey potentiellement vainqueur. C'est ce que tu nous dis.
franchement, Holm. Parce que moi, je le vois pas du tout. Mais parce qu'on a eu à peu près le combat, c'est impossible pour moi. Moi, je vais te dire, Holm, là, elle a fait un impact psychologique énorme sur ce combat. Et c'est possible qu'elle ne se remette jamais. Si c'est une vraie championne, Ronda reprend sa ceinture. Si c'est une vraie championne. Pour le moment, c'est compliqué avec les tournages de films. Ça a pas l'air d'avoir la tête. J'ai l'impression qu'elle est un peu sortie du fight game. Je pense qu'elle aurait dû arrêter sa carrière avant Holm, comme Anderson Silva, profiter de cette aura pour faire du cinéma. Et comme Gina Carano, on n'aurait rien dit. Bravo, félicitations. Là, maintenant, elle est obligée, question d'honneur, de revenir à sa ceinture. Ou de revenir et de montrer qu'elle est au niveau. Meilleure que ce qu'elle a montré. Ouais. Si elle ne le fait pas, on se souviendra d'elle comme pas une vraie championne. Malgré toutes ses victoires. Et alors, ça vient pour moi sur une question naturelle, qui est Rockhold ou Weidman. Moi, j'avais dit à Souad avant, Weidman, il a détruit Silva. Donc, en termes de chance face à Rockhold, je lui donne 50%. Ben moi, je vais te dire. Mais quand je voyais Rockhold, je me disais, putain, c'est un monstre. C'est un monstre. Et là, si on prend un rematch, est-ce que finalement, c'est pas envoyé Weidman Tu pensais quoi, Moi, par je vais exemple? te dire, j'ai jamais été fan au début de la carrière à l'UFC de Rockhold, de lui. Mais je l'ai vu monter tellement fort et en puissance que j'ai toujours su qu'il prendrait la ceinture. C'est incroyable. J'ai toujours su qu'il prendrait la ceinture parce qu'il sait tout faire et il a un cardio de malade. Donc pour moi, ça a été. Naturel. En fait, je ne pensais pas aussi vite. Je pensais pas aussi vite en fait. Je pensais pas qu'il gagnerait la ceinture aussi vite. Mais pour moi, je ne suis pas du tout surpris. Et pour moi, c'est le meilleur et il ne va pas la perdre avant longtemps. Mais t'entends en plus ces interviews, il te dit j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, parce que tant que j'ai pas la ceinture, je ne veux pas de vie. Voilà. Et tu te dis ok d'accord, le mec t'es capable d'aller jusqu'à 35 ans, 37 ans, et tu lâcheras rien tant que tu ne l'auras Tu pas. peux pas être un champion et être un mec exceptionnel si tu as une femme. Ou alors ta femme, c'est une sainte et elle s'occupe de tout dans ta vie. C'est pas possible. Un vrai champion, moi je te dis, il y a un judoka japonais, il est triple champion olympique. Il a dit si je suis triple champion olympique, c'est parce que j'ai jamais eu de famille. Non, t'es obligé. Parce que tu ne peux pas te lever le matin à 6h et rentrer le soir à 33h, passer ta vie à t'entraîner. Mais quelle femme va accepter ça? Quelle femme va accepter? Moi je te le dis. La femme de Robert De Niro dans Non, c'est pas possible. C'est très rare. C'est très rare. Mais donc, un rematch Weidman-Rockhold, voilà, encore une fois, là, le problème se pose, c'est que dans la catégorie, par exemple, tout à l'heure, on disait, je trouve qu'il n'y a personne. Concrètement, il y a Bisping qui est intéressant. En middleweight? Non, il n'y a plus personne. Souza, il ne fait pas Romero rêver. vient de tomber pour deux pas. Silva, Il faut que John Jones revienne. Mais John Jones, Non, il est à la catégorie au-dessus. C'est moi qui ai changé. il n'y a personne dans la catégorie Weidman. Ouais, non, Si, il y a Weidman, Oui, il y a Jacare, Rockhold. il y a Romero qui vient de tomber pour deux pages, il y a Bisping. Romero, tu vois, pour moi, c'était vraiment le mec capable de battre n'importe qui dans la catégorie, c'est quand il va progresser. Le problème, c'est qu'on a toujours vu qu'il n'était pas naturel. Pour moi, il lui fallait juste un combat de 2 minutes et pas plus, parce que sautiller comme ça avec ses trapèzes, si tu mets pas une patate directe, je suis d'accord avec Mais toi. ça va venir, ça va venir, ça va venir. Il y a des gens qui vont rentrer, il y a des nouveaux combattants qui vont arriver. C'est pas la catégorie la plus Mais en basse, tout ouais. cas, Rockhold, c'est un vrai champion. Je suis d'accord C'est un avec mec toi. exceptionnel, Fascinant. avec un bon comportement, super sympa. Bon, je te Il a parle juste pas un de la- problème, c'est sur le ventre. Il est en train d'essayer de partir sur le terrain de Connor, justement, en conférence de presse. Tu vois qu'il n'est pas lui-même. Tu regardes les pas vidéos naturel pour lui. embedded, où tu vois un mec super sympa, attitude surfeur et tout. Et en conférence Non, de non, presse, il a- il est froid, tu sens en colère contre la presse parce qu'il a été mal vendu par l'UFC et tu le sens pas à l'aise. Et D'accord. c'est dommage parce qu'il montre pas la personne qu'il est réellement, alors que je pense que c'est un type attachant et qui a plein de qualités. Il y a un autre combat dont on voudrait te parler absolument, c'est le Condit Lawler du début du mois. On a eu la chance de parler avec le coach de mouvement de Carlos Condit, et c'est vraiment un combat qui nous a marqué. Nous, on avait Condit vainqueur, le coach de mouvement de Carlos aussi, il avait Condit vainqueur. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat et qui t'a Condit Lawler? Déjà, je vais te dire, Lawler, pour moi, il avait pris la ceinture au premier combat contre Hendricks. Et j'étais déçu qu'il lui donne la ceinture au deuxième parce qu'il avait moins bien. Ouais, on est d'accord, ouais. Bon, ça, c'est les aléas de l'arbitrage. Encore une fois, l'arbitrage, qui c'est qui arbitre? Les mecs qui n'ont jamais été champions, c'est toujours un peu le même problème. Et moi, je suis persuadé qu'un gars qui arbitre, il doit connaître les éléments par cœur. Si tu arbitres, tu as jamais fait des éléments, déjà, pour moi, c'est pas logique. Tu pas arbitre. Ensuite, Lawler est un excellent combattant, mais combattant un peu limité. Parce qu'il a une certaine dimension dans le combat. Par exemple, il n'utilise pas beaucoup les jambes, même s'il utilise beaucoup plus qu'avant. C'est plus à l'anglaise, la lutte, pas beaucoup de sol. J'ai toujours été très fan de Carlos Condit. C'est un combattant magnifique, qui a un style bien à lui, qui a un bon comportement.
et qui est surtout très polyvalent. Et voir un gars qui sait bien boxer et faire du sol, parce qu'il a énormément de potentiel au sol, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui dans le futur, je ne pensais pas qu'il aurait passé ce cap. Alors est-ce que Lawler est en dessous, ou est-ce que Condi a vraiment passé un cap? S'il a passé un cap, ça veut dire qu'il va revenir très fort dans la catégorie, c'est certain. On est parlé à son entraîneur, il disait qu'il refusait le postulat de Joe Rogan, qui disait parce que Condi avait vieilli, qu'il allait décliner. Il disait non, pour moi tu sais déjà tout faire, tu n'as plus rien à apprendre techniquement, ça fait des années que tu répètes tes gammes. Il faut juste que. Il avait repéré quelques défauts sur le centre de gravité, le baisser sur la garde, la manière de la posture droit ou de le mettre comme ça pour indiquer. Il a dit si on travaille quelques petits éléments, je te jure que j'ai 40 ans, je ne me sens pas vieillir, je suis contre les gens qui tiennent le discours de l'âge où on devient moins bon. Au contraire, tu acquiers de l'expérience, tu deviens meilleur pour aller dans ton sens. Moi je suis persuadé, et j'espère en tout cas qu'on verra Condi, parce que ce qu'il a montré à Lawler, déjà Lawler ne peut pas rester champion comme ça, c'est pas possible. Toutes les guerres qu'il fait, il a encaissé des. C'est un champion hors norme. Ouais. Mais comment est-ce que tu peux avoir une longévité quand tu encaisses des guerres comme ça? C'est les produits, hein. Tu prends les bons produits peut-être. Tu sais, il ne faut pas se mentir. J'espère que non, mais il y a un moment donné. Il y a d'autres facteurs, quand tu vois, il ne marque pas, il ne saigne pas. Alors moi je pense qu'un vrai boxeur ne prend pas les blessures de la même manière. Tu verras jamais ou très peu de combats de boxe où les mecs sont ouverts comme à l'UFC. Et les gants ne sont pas les mêmes aussi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je t'expliquais que les gants et les coudes, c'est ce qui blesse énormément les combattants. Bon, Lawler, je pense que c'est un dur. C'est vraiment un dur et c'est vraiment un mec à part. C'est vraiment un mec à part et tu vois comment il a progressé sur les dernières années jusqu'à aller chercher la ceinture. Après, tu as vu, hein, le niveau des danses aussi. C'est l'inverse de la catégorie. C'est les power walters, c'est la danse. S'il a perdu demain, ben écoute, c'est pas grave. Il a été champion, il nous a prouvé que c'était un grand champion. Et c'est normal à un moment donné, dans une catégorie où il y a un niveau dense, que tu perdes. Après, c'est le temps. Voilà. Il faut qu'il accepte les bons combats. Ça se gère aussi une carrière. Oui, bien sûr. Voilà, il faut qu'il prenne le temps de se régénérer, d'avoir envie, d'être prêt, et qu'il n'attende pas trop. On parlait des rematchs, là, le rematch, il se justifie à 1000%. Pas tous les 6 mois. Ouais, c'est très bien. C'est ça. Mais l'idéal, ça serait 4-5 quand même. Parce qu'un combattant qui ne combat pas beaucoup, qui est la ultime, tu n'as pas toute ta vie. Alors, pour revenir sur ça, justement, tu as Dominique Cruz qui a 4 ans d'absence. Tout le monde dit Ring Rust, lui dit non, je sais pas de comment te dire en français, on préfère il est rouillé. T'es pas rouillé, une fois que tu as mis le pied, tu continues à t'entraîner. Et moi, je vais vous dire que je ne serais pas rouillé, Dominique Cruz finalement devient champion. Ouais, quand tu te connais et que tu sais de quoi tu es capable, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Tu as des gens, ils ont besoin de combattre pour être bon. Moi, par exemple, je savais que si je faisais pas de compète, je savais que le jour de la compète, je serais au top. Il me faudrait juste 1 ou 2 combats de réglage sur les premiers tours. Je sais que je serais au top. Parce que je savais que par rapport au niveau, j'en étais capable. Lui, il le savait. Il en était capable parce qu'il se connaît par cœur. C'est mathématique, tu vois. Mais tu as des gens comme Ken Velasquez, comme Dos Santos, s'ils n'ont pas un petit combat de se remettre dedans, comme Fedor d'ailleurs. Fedor, il a besoin de faire 3-4 combats avant de prendre des mecs forts parce qu'il n'a plus fait la guerre depuis un moment. Tu peux faire la guerre à l'entraînement, mais tout le stress, toute la pression, chacun ne gère pas de la même manière. Alors finalement, tu reviens sur le commentaire de Brian Stan, qui est commentateur à l'UFC, qui disait finalement, ok, il n'y a pas de Ring Rust, ça n'existe pas, mais pour Dominique Cruz et pour une certaine élite, quand tu es au sommet de tout ce que tu peux faire à ce moment-là, oui, et encore le reste du monde, tu as besoin de la pratique et tu as besoin du truc. Alors, parce qu'il va falloir de toute façon terminer à un moment donné cette interview, même si nous on n'a pas envie de la rester. On va d'abord parler d'Ella, de ton autre association, je te laisserai bien en parler. Megalo, parce que ce serait bien d'en parler. Ouais. Alors, Ella, c'est une association où beaucoup de gens connus, dont Zidane et beaucoup de sportifs connus et de personnalités connues du monde des médias, des artistes, soutiennent cette association, qui est une très belle association. Mais moi, donc, celle dont je suis le plus investi, on va dire, c'est Meganora. Et Meganora, c'est la seule association en France et en Europe qui lutte contre les tumeurs imagées d'enfants et d'adolescents. C'est une association qui existe depuis 4 ans et demi, qui a relancé la recherche qui était arrêtée. Et moi, je fais le tour de France. Je fais des stages gratuits dans les clubs pour récolter des fonds pour l'association. C'est-à-dire que je viens une journée faire un cours de jiu-jitsu
jiu-jitsu, grappling, MMA, ce qu'on me demande. Plus jiu-jitsu et judo quand même, parce que je ne suis pas un spécialiste de MMA, je ne vais pas dire ça, mais je vais faire un petit peu tout. Je me reste dans ma spécificité, parce que je ne suis pas comme les gens qui disent moi je fais du MMA. Pas du tout. J'emmène souvent un champion de MMA avec moi. Si on me demande du MMA comme ça, lui fait la partie MMA et moi je fais la partie corps à corps seul. Comme ça, j'ai pas de malaise avec ça. Je fais venir des fois des champions comme Hassan Engan, champion du monde de boxe, qui vient avec moi. Parce que moi je suis pas boxeur. Donc je suis capable de dire ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Et donc du coup, pour cette association, je crée des événements et je fais surtout ces stages un petit peu une fois par mois, une fois tous les 2 mois. J'ai investi à peu près 25 000 € sur une quinzaine de stages. Et j'ai financé une année de recherche quasiment. Donc il faut encourager plus d'enfants. Il faut que les gens aillent sur meganora.com.org qui regardent un petit peu ce qu'on fait. On fait des jam sessions, on fait des tournois de pétanque, on fait le free jump de l'espoir, on fait des petits événements comme ça qui rassemblent les gens et qui font que les gens viennent connaître l'association, connaître le combat et surtout voir que c'est une association très saine parce qu'elle est toute petite et elle est transparente et il n'y a pas d'argent qui est utilisé pour faire des restaurants ou payer des fausses salaires. Donc ça, Meganora.com. Exactement, aller sur le site. Et la peau que j'ai fait fabriquer avec plusieurs copains sportifs qui m'ont financé moi-même. Donc on a acheté 1500 pièces de peluche qu'on a offert à l'association. Elle coûte 20 €, les 20 € sont reversés en intégralité à l'association. Donc quand je me déplace, je les dédicace, c'est moi qui me dois. Oui, on a en photo pour la mettre sur Instagram et sur Facebook. Exactement. J'ai vu en affiche tout à l'heure là-bas, on aura Vincent Parisi en peluche. Exact, ce qui est déjà plus facile à faire chez soi que Vincent Parisi en vrai. Elle fait 20 cm. D'accord. Alors nous, on voulait terminer par un petit test, un petit quiz, un truc marrant, Allez. une dizaine de questions, Un petit touch humoristique. Allez. Quelle serait ta musique d'entrée dans l'octogone? C'est dur, hein. Celle qui va te chauffer. Je pense que ce serait une musique de Rocky. Basique. Ok, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment le problème d'une musique de Rocky, c'est que je peux perdre toute ton énergie juste sur l'entraînement. T'es tellement dedans. Non, je pense que ça serait une musique, quoi qu'il arrive, entraînante. Genre du ACDC ou du Rocky. Ouais. Pour moi, ce serait quel combattant juste à l'UFC. Alors, moi, Parce que tu je rêvais d'affronter Roger Gracie. Ça devait se faire au PFC à Marseille, en Pancras. Il avait accepté. Et puis après, il a signé à l'UFC, donc du coup, ça a été annulé. Mais moi, j'aurais plus aimé affronter un technicien, quelqu'un de très fort dans son domaine, et quelqu'un qui ne soit pas boxeur. De préférence. Et justement, pour éviter de prendre des coups. La question que je vais pas mentir. Quel combattant redouterais-tu d'affronter? Un très bon boxeur. Ouais. Bon, John Jones par exemple, j'aurais aimé l'affronter parce que je trouve qu'on a un peu pas le même style, mais un peu les mêmes facultés. On est facile un peu dans tout. Et du coup, je trouvais le truc intéressant. Alors, c'est vraiment, si j'imaginais, si c'était un rêve, John Jones, j'aimerais bien. Après, un mec que j'aimerais pas prendre, c'est Ken Velasquez. C'est ce que j'allais te dire, Ken Velasquez, c'est exactement le style de combattant que je ne prendrais pas. Parce que tu sais, quoi qu'il arrive, que tu vas prendre des coups. tu vas en prendre. Mais plus dur que Ken Velasquez, ça serait un mec très fort en pied-point. Genre peut-être un Mark Hunt qui envoie des gros lourds et qui envoie des grosses patates. Même un Roy Nelson. Parce que Roy Nelson, non, moi franchement Roy Nelson il a un gros punch, mais il ne fait pas peur. Tu vois par exemple Ken Velasquez, lui ça serait sur l'anglais, ce qui serait dangereux, mais il me ferait moins peur au corps à corps. Parce que j'attendrais pas des coups de pied de lui, tu vois. Donc je serais concentré sur les points et j'aurais pas peur de me jeter dans les jambes. Alors qu'il y a un mec qui est fort avec les jambes, les genoux et les poings, genre John Jones par exemple, tu sais qu'à tout moment tu peux prendre un high kick, un middle kick ou un coup de genou, ou une droite ou un coude, ça fait plus mal, tu vois. Mais on parle d'ailleurs de John Jones peut-être dans la catégorie lourd d'ici 1 ou 2 ans. Lui en tout cas, du poids. Voilà, justement, je sais pas si c'est une vidéo sur Instagram, en tout cas il est en train de faire un travail offensif de foncer de oui, où il dit qu'il est en train de préparer. Non, il n'a pas dit je vais. Moi je vais te dire, s'il fait comme le Hollandais là, oui, mais il n'a pas l'ossature. Tu vois, c'est un félin. Oui, il a toujours dit c'est un bolt du MMA, c'est un mec fort, c'est un mec rapide. S'il passe chez les lourds et qu'il arrive à garder sa vitesse,
Oui, mais tu vois, ces tendons, ils n'ont pas la faculté de prendre du volume musculaire, moi je pense. Je pense que ça va être une erreur. Je pense qu'il doit récupérer sa catégorie. Et je pense surtout, la vérité, c'est que l'UFC doit changer de catégorie. Il doit faire des moins de 100 kg et des plus de 100 kg. Parce que la moins de 93 kg, ça n'existe pas. C'est pas une catégorie. C'est moins de 95 ou 95. Et encore une fois, pourquoi c'est cette catégorie? Parce qu'il n'y a pas de réservoir de combattants. Donc ils créent des catégories qui n'existent pas dans les sports olympiques. Donc il faut qu'ils changent les catégories. Et je pense que la catégorie du va évoluer. Moins de 95 ou 95 et ensuite moins de 100%. C'est sûr, c'est obligé. Et là il aura sa place. Moins de 95, il a sa place. Moins de 100 aussi. Mais pas au-dessus. Quel est ton moment le plus étrange de ta carrière de sportif? Le moment le plus étrange, Un truc qui t'a marqué, Un voyage, un combat. Grande partie des cours, je suis en train de. Ils font une pièce de théâtre sur comédie musicale, ça s'appelle Les Plans de Choula. Ouais. Et en fait, ils ont des scènes de combat dans leur spectacle. Ça va être un gros truc. Donc c'est moi qui fais la scène de combat. les chorégraphies. Bon ben voilà pour cette émission aujourd'hui de MMA Time dans la salle de Fightness Pantin. Merci vraiment de nous avoir accueillis, c'était génial, vous voyez un peu le cadre. Merci à Vincent pour la première de nous avoir accueillis. C'était un plaisir déjà de te parler. Tu as accepté de nous rencontrer alors qu'on n'était pas encore très connus. Et c'était non seulement passionnant de te parler, mais on était vraiment contents de l'expérience. De vous montrer en conditions réelles. Bon, en tout cas, moi je suis très content de vous avoir rencontré. Continuez comme ça, parce qu'il faut des gens comme vous. Et sincèrement, c'est un devoir et c'est une grande fierté de pouvoir discuter. Merci à